Coucou à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Jean-Luc Robert. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je te laisse te présenter, Merci. si tu veux bien. Je suis Jean-Luc Robert, psychologue, on va dire aussi maintenant un peu influenceur, car je suis un peu lanceur d'alerte sur TikTok et YouTube et sur ma chaîne, mon média qui s'appelle tout simplement jeanlucrobertaccroché.fr. Je développe aussi donc ma chaîne YouTube et comme toi d'ailleurs, et j'essaie en fait, d'alerter sur les sujets qui sont en fait des sujets qui sont venus au fil de mes livres, hein, parce que je suis auteur aussi, j'écris beaucoup de livres et enfin beaucoup, enfin 6-7 pour l'instant. Et C'est quand même beaucoup. mon sujet, c'est parti bien sûr je suis spécialisé dans les troubles autistiques. Donc j'ai travaillé en hôpital de jour pendant on va dire, et ensuite en IME, Institut médico-éducatif, hein, je dis ça pour les éditeurs qui ne connaissent pas, Mhm. avec une population d'enfants autistes. Et donc là, j'ai appris beaucoup sur le terrain. Donc ça a duré, on va dire, une quinzaine d'années en tout. Puis j'ai décidé de lancer mon cabinet dans un centre médical à Paris 12e. Je suis un peu multi-entrepreneur et ce centre médical, donc, j'ai développé une méthode de guidance parentale à domicile que j'appelle les apps. Alors, sur le pseudo, ça va être à l'envers là-dessus, mais en tout cas, voilà, j'ai sur mon petit pot là, C'est à les apps. l'endroit. Je te rassure, c'est à l'endroit. Ça veut C'est bon. dire, ça veut dire les ateliers parents-enfants. Voilà. Et donc, il y a écrit psychologue à domicile. Alors, l'idée, c'est que j'ai compris rapidement qu'on ne pouvait pas simplement dire aux parents, lorsqu'on les voyait 3 fois par an en IME, ah bien, venez, je vais vous donner des conseils et puis on se retrouve dans 3 mois et puis on voit comment ça s'est passé. Je les recevais avec des éducateurs et je me rendais compte qu'il n'y avait pas de suivi 3 mois après, que les choses n'étaient pas faites. Et donc, j'étais au fil des années, très frustrée par la qualité du travail avec les enfants autistes, notamment avec les éducateurs, où j'avais beaucoup de mal, enfin, on avait beaucoup de mal. Mhm. Alors, je ne suis pas là pour les fustiger, mais j'en ai parlé en tout cas dans mon livre que j'ai appelé Ma Ma vérité sur vérité, l'autisme. autisme. Et j'ai vu que beaucoup d'institutions étaient tout simplement des garderies. Enfin, je suis un peu méchant, mais voilà, j'étais triste parce que les parents mettaient les enfants dans des IME en disant, bon, ça y est, ils s'occupent de l'enfant. La qualité du travail n'était pas du tout au rendez-vous. Souvent, l'enfant, du coup, ne progressait pas, parce que pour faire progresser un enfant avec un trouble autistique sévère, il faut vraiment avoir des techniques précises, donc notamment comme ABA, hein, qui veut dire Application Behavior Analysis, analyse appliquée du comportement. Il y a des techniques, il y a des guidances, il y a des choses à mettre en place pour développer le langage, pour développer l'attention, pour développer la collaboration, pour développer tout ça. Et bon, voilà, j'étais un peu frustrée. Donc, au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre de cette IME aussi. Donc, de toute façon, il était temps que je lance un peu mon activité en libéral. Et donc, j'ai créé des guidances parentales à domicile, le fameux les apps que je viens de vous montrer, qui veut dire donc les ateliers parents-enfants domicile, où dans mon cabinet privé, je reçois bien sûr des familles qui viennent me voir. Alors, pas que pour les enfants autistes, hein, pour Mhm. toute guidance parentale. Je reçois aussi bien sûr des adultes, hein, bon, vous m'avez dû me voir sur GPTV, il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent, comme la pédocriminalité, tout ça. Et souvent, il y a des parents qui viennent me voir, des mères qu'on dit désenfantées aussi, qui sont victimes de l'ASE, hein, l'aide sociale à l'enfance. Bon. Donc, du coup, je brasse quand même plusieurs sujets autour de la guidance de l'enfant et du parent, et surtout autour des injustices. Et donc, au final, je consulte dans mon cabinet, je guide les parents qui viennent me voir en tant que psychologue, me demander des conseils. Des fois, il y a besoin de mettre en place un atelier parent-enfant à domicile. Donc, à ce moment-là, je fais au moins 4 ou 3 séances bilan. Alors, ce sont ce qu'on appelle des projets personnalisés. Je dis ça pour vos auditeurs aussi, qui doivent savoir que la Haute Autorité de Santé, qui donne des recommandations de bonnes pratiques, la HAS, demande aux professionnels psychologues ou dans les IME ou en libéral de faire ce qu'on appelle un projet personnalisé. C'est quoi un projet personnalisé? C'est un bilan qui dit, voici où en est l'enfant, voici quelles sont ses difficultés, voici les points émergents, et voici comment nous allons travailler, quel plan, quel programme nous allons mettre en place pour faire de la guidance parentale ou de la psychoéducation. Et ce plan, ça passe par des outils et des ateliers. C'est pour ça que ça s'appelle les ateliers parents-enfants, les apps. Et qu'est-ce qu'un atelier? Eh bien, un atelier, ça utilise un outil. Alors, moi, j'utilise un jeu qui est très précis, qui s'appelle le jeu des 3 sabliers. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Mhm. à travers un support, on aborde les problématiques de l'enfant et ses difficultés. Par exemple, si je prends le cas d'un enfant autiste, ça peut être un enfant qui n'a pas conscience trop du regard des autres et qui peut-être va avoir un certain comportement qui va le stigmatiser et qui ne comprend pas pourquoi il n'a pas de copain, pourquoi il n'a pas de camarade, Mhm. pourquoi il est la tête de turc de la classe. Bon, alors, plutôt que d'être uniquement dans le verbe comme on l'est traditionnellement dans la psychanalyse, je préfère être très concrètement, l'aider à prendre conscience. Donc là encore, c'est une notion psychanalytique, mais prendre conscience via un outil qui va être comportemental, puisque ça va être un jeu où on va lui faire prendre conscience il y a le regard de l'autre,
Voilà ce qu'il ressent quand toi, tu as telle stéréotypie. Qu'est-ce que ça lui fait? Pourquoi il ne te comprend pas? Ensuite, toi, quand tu as un trouble du comportement du style coq à l'âne, tu changes de sujet d'un seul coup. Qu'est-ce que ça fait? C'est un truc assez fréquent chez les enfants autistes et chez les adultes aussi. Bah, Et donc, je vais peut-être venir à une de tes séances alors. pourquoi faut pas, pourquoi, non, mais voilà. Alors, je leur explique cette notion de normes et tout ça. Alors, moi, je ne suis pas pour dire qu'il faut des normes à tout prix, mais je leur explique que la société, qu'on le veuille ou non, elle est normée. Et que si tu n'entres pas un minimum dans ces normes par ton comportement, eh bien, tu te fais stigmatiser. Et je leur explique que la fameuse neurodiversité qu'on nous vend matin, midi et soir, Ouais. cette inclusion, tout ça, c'est du pipeau. La réalité, c'est qu'on ne va pas t'inclure si tu es trop différent. Si tu dis, eh ben, tu sais, moi, je suis autiste Asperger, alors il faut me comprendre. Les gens n'ont pas cette bonté de cœur, de tolérance et de compréhension. Et il faut plutôt essayer, que souvent, moi j'ai vu plusieurs autistes avec ce trouble qui venaient, qui disaient, moi je suis en souffrance et c'est une vraie souffrance. Et je leur disais, c'est un handicap. Alors dans le domaine du handicap, ça s'appelle le handicap psychique, bon j'explique pourquoi. C'est un handicap invisible. Et voilà, donc je ne vais pas tout faire sur les autistes, mais c'est juste pour expliquer. Je fais la même chose avec les TDAH, un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Mais la grosse différence, c'est que quand une personne vient me voir pour me dire qu'elle est autiste, ou des fois elle vient me voir pour dire qu'elle est HPI, toutes ces choses-là, bon, ça m'est déjà arrivé. En fait, je me rappelle d'un père qui est venu me dire, mon enfant, il est peut-être HPI et tout ça. Ben, en faisant un entretien clinique, je lui dis, monsieur, en fait, le tableau clinique de votre fils, c'est pas HPI, mais c'est malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, parce que Ouais. pour moi, c'est une vraie pathologie. Enfin, pathologie, c'est un mot qui fait peur. Alors, je vais dire un vrai handicap, une vraie difficulté. Je dis malheureusement, il est autiste Asperger. Je dis malheureusement parce que s'il avait été HPI, pour moi, tout ça, HPI, HPE, TDAH, ce sont des diagnostics fabriqués. Enfin, je t'expliquerai pourquoi. Alors souvent, ce sont des faux diagnostics et en fait, l'enfant, il est pas TDAH, il n'est pas HPI ou HPE. Enfin, tout ça, ça se règle assez facilement pour moi parce que souvent, ce sont des choses qui répondent à la doxa et les parents rentrent dedans. Par contre, si on me dit que tu es autiste TSA, trouble du spectre autistique, là, je sais que tu as une vraie pathologie qui est là pour toute la vie et que tu vas devoir vivre avec. Et donc, du coup, voilà. Donc, bon, en gros, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais moi, j'essaie de guider les parents déjà en leur disant, je vous fais payer 65 euros, je ne vais pas vous faire des bilans à 500 euros pour gagner un business, pour vous faire soi-disant tout un bilan neuropsychologique bidon pour pouvoir profiter et puis pouvoir vous dire à la fin, votre enfant, il est TDAH, allez, donnez-moi 500 euros, bidon, tout ça. Donc, moi, en tant que lanceur d'alerte, je dénonce tout ce business-là, tout le business aussi de la pharmacopée, les fameux Risperdal, les fameux Ritaline, les fameux Adderall, enfin, tous ces médicaments, toute cette industrie qui prolifère sur le dos des personnes qui sont en détresse. Donc, je ne parle pas que des psychologues, je parle aussi des personnes qui croient avoir un trouble du déficit de l'attention. Donc, j'explique notamment dans mon dernier livre, c'est pour ça que je l'ai écrit, Neurovibe, qu'il y a tout un business de la neurodiversité avec des coachs qui se font beaucoup de blé, des psychologues, bon, il y a des coachs, des psychologues qui se font beaucoup de blé, des patients crédules qui croient cela parce qu'ils cherchent des réponses parce qu'ils vont mal. Et bon, voilà, donc j'essaye de me faire entendre sur les réseaux. Puis souvent, quand je poste des vidéos sur mon dernier livre, justement, Neurovibe, j'ai beaucoup de mamans qui me remercient sur TikTok. Donc, merci de dire ce que nous pensions tout bas. Moi, j'ai toujours refusé de donner de la Ritaline à mon fils. On me disait qu'il était TDAH et compagnie. Et j'ai beaucoup de patients d'ailleurs qui viennent me voir. Maintenant, c'est peut-être quasiment un patient sur deux vient me voir parce qu'il m'a vu sur GPTV ou sur TikTok et me dit, je viens vous voir parce que on veut un autre son de cloche. On nous dit que notre enfant est TDAH et autres. Qu'est-ce qu'il en est? On ne sait plus comment gérer. Et en fait, moi, par une technique précise, je donne aux parents ce que c'est que la psychoéducation. Je leur dis, voilà, vous ne comprenez pas pourquoi votre enfant frappe un autre enfant. On vous dit que c'est parce qu'il est hyper agité, il est intolérant à la frustration, parce qu'il a soi-disant un trouble neurodéveloppemental dans sa tête de naissance qui fait qu'il ne peut pas se contrôler. Bon, eh bien moi, je vais vous dire pourquoi il frappe votre enfant et je leur prends un outil. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, à moins que tu me questionnes, mais un outil qu'on appelle ABC, qui veut dire antécédent, alors je le mets comme ça, antécédent, behavior, conséquence. Et ça, c'est un outil justement de ABA, hein, c'est un outil En comportemental. anglais, ça dirait quoi en anglais pour ceux qui. Pour le En anglais? ABC, Oui, ABC, ah oui. bien, c'est la même chose, antécédent, behavior, B veut dire behavior, donc antécédent, behavior, consequences, conséquences, d'accord? Et avec cela, je démontre aux parents, mais vous savez, en fait, je vous montre que le comportement behavior qui se trouve au milieu, le fait qu'il tape, dépend d'antécédents qui se trouvent juste avant, c'est-à-dire que moi, il ne me tape pas dans le bureau, il ne tape pas tout le temps, il ne tape pas à l'école, il tape d'antécédents. Donc,
Pourquoi ce behavior? Quel est l'antécédent? Qu'est-ce qui déclenche? Et ensuite, je leur montre quelle est la conséquence. La conséquence, c'est tout le B de B à bas, du behaviorisme, du comportementalisme, c'est-à-dire qu'un comportement amène une conséquence, c'est-à-dire une réponse. Et c'est cette réponse qu'on appelle renforçante. Alors, je leur explique ce que c'est qu'un R+, P+. Avec moi, les parents travaillent. C'est-à-dire que plutôt que de leur donner 500 euros, de leur demander 500 euros, de leur donner un diagnostic TDA, je leur dis, voilà, je vais vous expliquer ce qui se passe quand votre enfant tape, pourquoi il tape et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il ne tape plus. Je leur dis, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un R+? Non, je ne sais pas. Vous savez ce que c'est qu'un R-? Je ne sais pas. Bah, voilà, basique, on leur enseigne pas les techniques. Je leur dis, si je vous enseigne ce que c'est qu'un R+, c'est-à-dire un renforcement positif. Je vais vous apprendre pourquoi votre enfant tape, c'est parce que votre réponse est mauvaise. Elle est mauvaise parce qu'elle encourage l'enfant à vous taper. Maintenant, moi, je vais vous apprendre à donner une réponse qui décourage l'enfant de vous taper. Donc, tout ça, je l'explique dans toujours des livres. Je leur dis, soit vous... Alors, mon livre, il fait... Je ne sais pas si je peux le montrer, je ne suis pas là pour faire de la Bien promo, sûr. mais... De toute façon, je mettrai tous les liens en barre d'information. Ce livre-là, par exemple, vous retrouvez toute la guidance parentale qui s'appelle... Tu peux lire le titre, s'il te plaît? Oui, parce que c'est écrit à l'envers, peut-être. Non, L'enfant c'est à l'endroit, mais je ne vois pas bien, je n'ai pas mes lunettes. L'enfant et ses désirs insatiables. C'est le livre qui marche le plus parmi mes livres parce que vraiment, les parents, là, on retrouve un guide parental de psychoéducation qui dit aux parents ce que c'est qu'un R+, un R-, pourquoi il faut faire. Alors moi, je répète tout ça dans mon bureau et souvent, ce que je fais, c'est qu'une fois que je leur dis tout ça, je leur fais remplir mon fameux tableau ABC, je leur dis voilà, l'enfant tape parce que je pourrais vous donner un exemple concret si vous me demandez. Hein. Bon, là, je ne détaille pas. Ils disent, bah oui, c'est vrai qu'on a tendance à répondre ça. Et quand on répond ça à l'enfant, en fait, ça l'encourage à continuer à faire des crises, en fait. On ne l'aide pas du tout. On croyait que ça aidait. On croyait le punir, mais on ne punissait pas du tout, en fait. Et donc, ils comprennent. Ensuite, c'est pour ça que c'est important qu'il faut 3-4 séances quand même, parce que ce sont des notions. Et puis, je leur fais écrire, écrivez R+, R-, et je leur fais écrire les définitions. Je leur donne la première. Je leur dis, venez avec des fluos, des stabilobos, et vous allez écrire. Qu'est-ce que renforcement, vous le mettez en orange, P+, en moins, tout ça, enfin en vert et tout. Et puis je leur dis, maintenant vous devez deviner tout le reste. C'est-à-dire que je vous ai noté la première définition qui s'appelle, donc je la donne, procédure par laquelle un comportement est encouragé par l'ajout d'un stimulus agréable. Ça c'est la définition du R+. Déjà, je leur dis, donnez-moi un exemple dans la vie de votre enfant. Quand est-ce que vous faites des R+? Bon. Et ensuite, je leur dis, maintenant, prenez vos stylos et vous devez m'écrire le R-, le P+, et le P- tout seul. Vous voyez, je les fais réfléchir et puis ils doivent bosser. Alors là, la galère, on a le couple qui est là, qui dit, ben non, c'est pas ça, R-, et je les laisse bosser. Du coup, mon bureau est en mezzanine, je descends, je les laisse. Je les laisse avec truc, je reviens 5 minutes après, je vais dire un truc à la secrétaire. Alors, ça y est, vous avez travaillé, alors dites-moi la définition. Je vais vous dire 9 fois sur 10, c'est faux. 9 fois sur 10, mais vraiment 9 fois sur 10. C'est impressionnant. Ils ont un mal fou, ils s'en mêlent les pinceaux. Ben non, c'est R+. Et ils sont contents de faire ce travail. À la fin, je prends une photo du travail qu'ils ont fait, je le mets dans leur compte rendu parce que je fais un bilan très détaillé à chaque fois où je leur dis, c'est le fameux projet personnalisé hein, d'ailleurs, base à partir de laquelle nous allons travailler. Et puis lors du deuxième rendez-vous, je leur dis, bon, je n'ai pas fini de vous former, je vais vous parler des évaluations, vous devrez faire des évaluations de votre enfant, des comportements, enfin, j'ai plein d'outils à leur donner et ça prend 3-4 bilans en tout et à chaque fois, ils me payent 65 euros. Donc, et je leur dis, vous savez, la prochaine fois, vous viendrez avec des fluos hein, et vous allez prendre un cahier parce que là, vous n'aviez pas, vous avez travaillé. Et la deuxième fois, je leur pose des questions. Et là, je suis aussi sidérée que la plupart du temps, ils n'ont rien appris, rien compris, rien écouté. Ils reviennent, vous voyez, parce qu'il y a, nous, je le comprends en termes de psychologue, c'est qu'on repose tout sur le psychologue. J'ai un problème, le psychologue, c'est lui qui a le médecin, qui est médecin, parce qu'il pense souvent qu'on est médecin, qu'on a le savoir, qu'on sait tout. Et ils vont sauver mon enfant. Je leur dis, je ne vais pas sauver votre enfant. Mettez-vous ça dans la tête. Que veut dire ABA? Oh, je ne sais pas. Je vous l'ai dit la dernière fois. Que veut dire HAS? Que veut dire la maison des partenaires MDPH? Je ne sais pas. Oui, mais que veut dire PEX? Je ne sais pas. Oui, mais PEX, ça veut dire outil de communication pour votre enfant parce que votre enfant ne parle pas. Et c'est un enfant autiste sévère. PEX, ça veut dire Picture Exchange Communication System. Prenez un stylo et notez-le. Ça a été créé en 1985 par une orthophoniste et un psychologue, Frost et Bondy. J'ai dit, vous voulez travailler avec moi? Alors vous allez travailler. Arrêtez de croire que c'est moi qui vais tout vous donner. Vous avez un enfant autiste? Alors
renseignez-vous, sachez ce que veut dire un minimum ABA. C'est pas possible. Vraiment, je leur fais comprendre et je leur dis donc vous avez lu mon compte rendu. Alors je leur fais un compte rendu très détaillé. C'est un bilan très complet qui leur explique pourquoi leur enfant tape, quel trouble il a. Si jamais il est autiste, je dis il est autiste sévère, léger, moyen. Je prends une CARS, ça veut dire Children Autism Rating Scale, enfin une échelle d'évaluation de l'autisme. Je dis voilà, c'est moyen, c'est sévère. Alors pareil pour TDAH, je parle du cas autistique, mais je fais pareil pour HPI et tout. Et deuxième rendez-vous, je leur dis alors vous savez ce que veut dire R+, vous avez lu le compte rendu? Alors souvent, ils essaient de mentir, mais je le vois qu'ils n'ont pas lu. Alors ils se regardent dans le couple, ils disent oui, on a regardé. Donc vous n'avez pas regardé. Donc vous cassez la tête à faire un compte rendu de 3 pages, hyper détaillé. Vous leur expliquez ce qu'il faut faire, pourquoi leur enfant tape. La fois suivante, ils viennent les bras croisés comme ça, et puis ils attendent de vous que vous fassiez un miracle. Mais moi, je les secoue. Je leur dis, on ne fera pas d'atelier tant que vous ne connaîtrez pas ces définitions. Et voilà, je ne les lâche pas. Et quand je vois qu'il y a un minimum de motivation, alors on lance l'atelier au bout de la 4e séance. Et là, j'envoie des psychologues au domicile qui vont faire la guidance et qui vont mettre la méthode en place. Et donc, à travers un jeu, j'appelle ça un psychologue d'atelier. Moi, je suis le psychologue référent que je supervise. Je supervise le psychologue d'atelier. Et à travers un jeu, ils vont travailler sur toutes les difficultés de l'enfant. Alors voilà, en gros, ce que je mets en place quand concrètement je travaille avec les parents. Mais on a beaucoup de mal, et ça je le dis dans mon dernier livre, pas le jaune mais un autre, on a beaucoup de mal à travailler avec les parents parce que les parents attendent de nous des miracles et ne comprennent pas que énormément de choses dépendent d'eux en termes d'éducation. Si je prends le fameux TDAH, un trouble du déficit de l'attention, mais c'est tellement plus flagrant. Parce que quand on a l'autisme, pour moi, je vous dis, c'est une vraie pathologie, c'est un vrai trouble. Et malheureusement, on doit vivre avec, on doit l'améliorer. Mais l'effacer complètement, c'est très compliqué. Donc, on vit avec. Par contre, le TDAH, tout ça, c'est fabriqué et c'est souvent des problèmes éducatifs. Est-ce que tu peux développer? Fabriquer, c'est-à-dire? Est-ce que tu peux développer? Alors, je vais développer, voilà, puisque je parle du S'il te TDAH. plaît. Le trouble du déficit de l'attention a été, si je puis dire, un concept inventé, alors trouvé, je vais dire, par le docteur George Frederick Steele en 1902. Bon, c'est un vrai trouble parce qu'il a étudié des cas d'enfants et constaté qu'il y avait des enfants qui étaient impulsifs, c'est-à-dire qu'en gros, qui n'arrivaient pas à contrôler leur comportement. Et ce George Frederick Steele, au 19e siècle, qui est donc un Britannique, un pionnier, enfin dans le domaine de la pédiatrie, a dit que, effectivement, il fallait qu'on travaille sur cette question d'aider les enfants qui étaient. Alors, il n'avait pas de preuves à l'époque, mais il pensait déjà que ces enfants étaient neurodifférents. C'est cette fameuse neurodiversité. C'est-à-dire qu'en gros, comme Thomas Armstrong l'a dit, alors Thomas Armstrong qui s'appuie beaucoup sur les travaux de George Frederick Steele, qui est Thomas Armstrong, c'est un psychologue américain qui a écrit The Power of Neurodiversity en 2010, et lui aussi, il défend le TDAH comme un trouble qui serait une forme en fait d'adaptation évolutive, c'est-à-dire qu'en gros, il estime que c'est un développement des caractéristiques naturelles, qu'il y a des cerveaux neurodivergents qui sont beaucoup plus, excitables, et qui pensent peut-être plus vite, mais qui ont tendance à être un peu foufou, à être impulsifs et tout ça. Et donc, ce trouble-là, je ne nie pas son existence. Attention, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des enfants qui, de manière neurodéveloppementale, même si, je le dis bien, aucune IRM, je le répète, aucune trace physique, aucune lésion, tout ça c'est du pipeau, ne peut démontrer que vous avez un cerveau neurodifférent. C'est pas vrai. Et qui fait qu'il y a un TDAH dans votre cerveau. C'est pas vrai. On leur fait passer, vous le savez bien, un test de Conners, c'est une échelle d'évaluation. On leur pose comme une sorte de QCM, et après on leur demande 500 €. On leur pose un QCM pour voir s'ils cochent telle case, et quand il y a un score supérieur à je sais pas quoi, on dit, ah ben votre enfant, il a le TDAH. Mais en fait, on ne fait qu'évaluer, si je veux dire, des symptômes ou un comportement, mais ça ne donne aucune trace réelle et physique. C'est comme l'autisme d'ailleurs, qui se diagnostique uniquement sur observation clinique. Il y a, malgré tout le lobby qui est fait pour nous faire croire que c'est un trouble neurodéveloppemental avéré et qu'il y a des traces dans le cerveau et tout. Depuis des années, ils suspectent des gènes, ceci, cela, mais les gens ont tendance à croire que l'autisme TSA ou le TDAH, il est logiquement et forcément neurodéveloppemental. Ma théorie, c'est qu'il est multifactoriel, il peut y avoir une part génétique, mais il n'est prouvé
nullement qu'il y a une trace génétique qui démontre que, comme par exemple pour aller, j'ai envie de dire, la trisomie 21, les gens croient que c'est comme la trisomie 21, l'enfant est né ainsi. Et c'est toute la question de mon dernier livre, ou la question de l'inné, où on veut nous faire croire que tous ces troubles sont neurodéveloppementaux, ils sont de naissance. Et ils sont nés comme ça. Donc, pour revenir sur le TDAH, eh bien, les parents viennent me voir parce qu'une école, souvent l'école, hein, la Mmh. maîtresse, leur dit: «Ah ben votre enfant, je pense quand même qu'il a un TDAH, allez voir un spécialiste». Alors déjà, j'ai envie de dire, d'où la maîtresse est compétente pour savoir ça. La maîtresse elle-même, elle est, vous savez, elle est, comme un mouton de panurge, pardon de dire ça, mais elle est, non, non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'elle est endoctrinée par cette doxa, ce lobby, et elle fait que répéter, voilà. Et donc elle se questionne pas sociologiquement sur ce phénomène de mode qui fait Ça que se trouve, c'est parce qu'elle a la difficulté avec l'enfant en classe, elle arrive pas à le oui, gérer, donc elle se dit: oui, «Bon, bah, c'est peut-être ça». tu as tout à fait vrai. Elle veut qu'on lui donne une molécule qui s'appellera Ritaline, et qui, comme ça, elle aura la paix. Voilà ce qu'elle veut. Ah, ça, j'ai pas dit ça. Non, mais ça se trouve, elle veut voir s'il y a des ateliers possibles pour que l'enfant se calme Non, ou je ne crois pas qu'elle du puisse le tout. gérer en classe. Les J'aimerais médicaments? bien. Ah d'accord, on Non, non. reviendra sur les médicaments. OK. Le but, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, les maîtresses veulent la paix. Elles savent que l'enfant, elles ne vont pas dire à l'enfant, Madame, donnez de la Ritaline à votre enfant, évidemment. Madame, monsieur, ils ne vont pas dire ça. Je dis vite fait que la Ritaline, c'est un psychostimulant, pour les personnes qui ne connaissent pas, qui fait que c'est à base d'amphétamine, et au lieu d'exciter l'enfant, ça a un effet paradoxal et c'est censé le calmer et compagnie, et ça a des effets. Aux États-Unis, on donne ça aux enfants agités comme des petits pains, d'ailleurs à tous les enfants, et À en partir France, de c'est quel âge ça? C'est à partir oh de là quel âge? là, c'est donné très très tôt. Ça ne devrait pas, hein. Il y a une prescription avec AMM, mais c'est donné, je ne sais pas la prescription exacte, mais je sais que ça peut être donné à un enfant largement de 6, 7, 8 ans, hein, sans problème. Bon, donc, d'ailleurs, dans mon livre aussi, j'explique qu'il y a des effets secondaires terribles. Bon, on ne le dit pas aux parents. Mais en gros, le but de la maîtresse, c'est d'avoir la paix. Elle a un enfant agité. Bon, elle ne va pas questionner les parents sur l'éducatif et où. Elle veut aller voir un psy. Les parents viennent me voir et ils attendent de moi, je veux un bilan qui confirme que mon enfant est TDAH. Simplement, avec moi, ils sont mal tombés. Je leur dis, votre enfant vous désobéit. Alors, je vais vous donner un exemple pourquoi je vous dis que c'est du fake, pourquoi je vous dis que c'est du bidon. 9 fois sur 10, l'enfant n'est pas TDAH. Alors déjà, je tiens à dire que être, c'est pas la même chose que avoir. Parce que être, les gens se disent, je suis, c'est leur identité. Et on Mmh. met une étiquette comme ça sur le front de l'enfant, et l'enfant, il ressort en disant, je suis TDAH. Vous vous rendez compte, c'est terrible pour un enfant. Il est persuadé qu'il y a quelque chose dans son cerveau qui déconne et qui fait qu'il n'est pas comme les autres. C'est terrible. Alors que c'est complètement faux. Je vous donne un exemple. Je te donne un exemple. Par exemple, je vois un enfant qui fait coin-coin avec la balle. Je dis à la maman, je dis à l'enfant une fois, s'il te plaît, arrête de faire coin-coin parce que ça m'empêche de parler à ta maman. D'accord? L'enfant n'arrête pas de faire coin-coin, évidemment, puisqu'il est TDAH selon la mère, c'est-à-dire qu'il est opposant, il est nanan. Bon, je ne vois pas qu'est-ce que l'opposition vient avoir à faire avec le TDAH. Normalement, c'est un TDAH, veut dire trouble du déficit de l'attention, point barre, avec hyperactivité. Mais souvent, vous repérez que ce sont des enfants opposants, ce qui ont le fameux TOP, trouble de l'opposition avec provocation. Ouais, tout ça, c'est des sigles, on n'en finit pas. Je dis, madame, donc vous pensez que parce qu'il est TDAH, il ne va pas me donner la balle. Alors la mère, je lui dis, s'il vous plaît, demandez-lui la balle. Et la maman, elle dit, Théo, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien me donner la balle? Alors, évidemment, l'enfant dit non. Puis il fait une crise. Bon, une fois, à un moment donné, je fais descendre l'enfant parce que mon bureau est en mezzanine et je dis, bon, maintenant, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez compris pourquoi Théo faisait coin-coin? Alors, je ne vous raconte pas que Théo, il n'avait pas envie de descendre non plus. Hein. Il n'avait pas envie de quitter mon bureau. Je ne passe pas dans les détails. Alors, vous me dites, ben oui, mais c'est le problème qui est posé à l'école. Il est désobéissant, il est TDAH et il me faut un bilan. Je dis, mais madame, il est désobéissant à la maison, il est désobéissant à l'école. Enfin, je dis, madame, mais ça pourrait être un monsieur. Mais Mmh. pas parce qu'il a un TDAH dans la tête, parce que vous lui donnez de mauvaises réponses éducatives et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je leur sors mon fameux tableau ABC. B, behavior. Behavior, c'est, notez-moi dans votre tableau behavior ce que c'est. Eh bien, le mauvais behavior, c'est-à-dire le comportement, c'est que mon enfant est opposant. Notez, opposant. Antécédent, qu'est-ce qui fait qu'il s'oppose? Il s'oppose parce que j'ai une demande. Donne-moi la balle, c'est une demande. Donc, à chaque fois qu'on a une demande précise, votre enfant s'oppose. D'accord? Ça, c'est ce qui déclenche l'opposition. D'accord? Bon, vous notez aussi une chose, c'est qu'il a tendance à faire du bruit. Coin-coin, mais vous avez remarqué qu'il est logoréique. Il parle beaucoup. Ah oui, 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 il parle. Des fois, dans le salon, on n'en peut plus. Donc, j'ai dit, deuxième comportement que vous notez, c'est logoréique, où vous pouvez noter faire du bruit parce qu'il joue de manière très bruyante. Ah oui, il joue de manière très bruyante. Vous notez faire du bruit, logoré, etc. Et puis, vous notez opposition. Ensuite, les antécédents. Alors, les antécédents, c'est quoi? C'est quand on a une demande. Oui,
Eh bien, je vais vous dire, quand il est logoréique, ce n'est pas qu'on a une demande. Il est, alors je ne sais pas si tout le monde va suivre, hein, j'essaie d'être précis, essayer d'imaginer, il est bien sûr opposant quand on a une demande, il ne veut pas rendre la balle, ça c'est l'analyse, mais par contre, deuxième comportement à la logorée que vous avez noté, ce n'est pas parce qu'on a une demande, mais c'est pourquoi, selon vous, qu'il est logoréique. Quand il joue tout seul dans sa chambre, il n'est pas logoréique? Non. Donc il est logoréique. Qu'est-ce qui déclenche ça? Des situations précises. Est-ce que vous avez remarqué lesquelles? Non, je n'ai pas remarqué. Et souvent, les parents, moi, ce que j'apprends, c'est j'essaie d'aider les parents à apprendre à observer leur enfant, à comprendre ce qui se passe dans le comportement. Eh ben, je vais vous dire, madame, pourquoi il est logorique, dans quelle situation et quels sont les antécédents. Comme de la même manière, quand il tape son camarade en classe, il ne tape pas son camarade tout le temps, il le tape en classe ou il tape sa petite sœur de manière très précise. Je dis, madame, il est logorique parce qu'il n'aime pas le partage d'attention, tout simplement. Quand il est logorique. Non, je me suis dit qu'il cherchait l'attention, c'est ça que je me suis dit. Oui. Dit ça. Alors, les situations qui sont des situations de partage d'attention déclenchent, la logorée, faire des bêtises. Exemple, madame, vous êtes au téléphone. Quand vous êtes au téléphone, qu'est-ce qui se passe? Il devient infernal. Vous savez pourquoi il devient infernal? C'est quoi l'antécédent, madame? Il est dans une situation où quelqu'un accapare votre attention au téléphone. Il n'aime pas qu'on accapare votre attention au téléphone. Vous êtes d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des bêtises. Et quand il fait des bêtises, qu'est-ce qui se passe, madame? Ça, c'est la fameuse conséquence C. C'est le tableau à droite. Hein. Rappelez-vous, il y a un C. C'est votre réponse, madame. La réponse. Qu'est-ce que vous faites comme réponse éducative? Mauvaise réponse. Eh bien, vous arrêtez votre conversation et puis vous engueulez votre fils. Vous croyez que c'est bien parce que vous dites, là, je marque mon autorité. Mais madame, vous n'avez pas remarqué que ça se produit 10 fois par mois, que ça fait des années que ça dure, que vous vous fâchez, que vous n'arrivez pas à terminer une conversation au téléphone? Ça ne marche pas, votre fâcherie. Et vous ne comprenez pas pourquoi votre enfant, quand vous êtes au téléphone, devient infernal. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'il n'aime pas les situations de partage d'attention. Et je vous dis, madame, un truc. De la même manière, quand il a fait coin-coin avec la balle, c'est parce qu'il ne voulait pas que nous discutions ensemble, parce que j'accaparais votre attention. Donc, vous ne saviez pas pourquoi il faisait coin-coin. Ben, moi, je veux le dire. Parce que tout simplement, il veut, à un moment donné, que vous vous arrêtiez de parler avec moi et que vous vous tourniez vers lui. Et qu'est-ce que vous avez fait, madame? Vous avez fait exactement ce qu'il voulait. Vous vous êtes arrêté de parler et vous l'avez engueulé, pensant que ça allait l'éduquer. Sauf qu'en faisant ça, madame, vous faites le fameux R+, ce qu'il ne faut pas faire. Vous encouragez son mauvais comportement. Tout ça, je leur explique. Je dis, madame, le seul problème, c'est que votre enfant, il a 8 ans, il a 10 ans, et vous l'avez fait plus de 300 000 fois. C'est ça le conditionnement. Parce que, par exemple, là, dans mon bureau, vous l'avez fait au moins 10 fois. Dans une journée, vous le faites au moins 100 fois. 100 fois que multiplie 10, ça fait déjà 1000, que multiplie 365 jours dans l'année, ça fait 365 000 fois. Eh bien, vous savez ce que c'est qu'un conditionnement? Tout le monde a vu l'histoire du chien de Pavlov, l'os qui salive et compagnie. Si je mets une clochette, comme je leur explique, c'est un stimulus inconditionnel, le chien ne réagit pas. Mais si j'ajoute un os, il salive. Quand je présente clochette et l'os, il salive. Après, je peux retirer l'os, il va saliver pour la clochette. Ça, du conditionnement. Si vous le faites une fois, bon, après, vous pouvez faire comprendre à votre chien, bon, allez, il n'y aura plus d'os, arrête de saliver pour la clochette, il va comprendre. Mais si vous présentez 365 000 fois os, clochette, vous pouvez enlever l'os, il va saliver, voilà. Donc, ce que je vais faire comprendre, c'est que le conditionnement, la force du conditionnement, elle compte, c'est que les parents ne se rendent pas compte à quel point ils donnent des mauvaises réponses à leur enfant des centaines de milliers de fois avant de venir me voir. Et ils espèrent que moi, en une séance, j'applique ce qu'on appelle un contre-conditionnement, c'est-à-dire que je défasse ce conditionnement et que ça y est, l'enfant ressorte guéri. Je leur explique, madame, monsieur, ça va être très long. Parce que vous êtes conditionné. Parce que vous ne comprenez même pas pourquoi vous donnez une mauvaise réponse. Enfin, tout ça, c'est très long. Et puis, le parent, il a un automatisme que même lui, il faudra du temps pour le défaire. C'est ce qu'on appelle un conditionnement. Alors, c'est pour ça qu'il faut mettre des séances de guidance parentale à domicile que j'appelle des ateliers. Parce que sans du coaching, en gros, on pourrait dire le mot nouveau à la mode, c'est du coaching parental. Sans ce coaching-là, les parents ne peuvent pas s'en sortir. Déjà, il leur faut 4 séances pour comprendre. Donc, 4 séances, je les forme. Mais après, croyez-moi, quand je les supervise, vous savez, moi, ça m'arrive de superviser. Donc, quand le psychologue fait l'atelier, il m'envoie un compte-rendu que je supervise. C'est-à-dire, je regarde ce qui s'est passé en atelier. Vous savez que des fois, quand je regarde, des fois, j'en suis à la 50e séance. 50, 50 séances, ça fait 50 semaines. Bon, il faut bien comprendre. Oui, oui. On est là sur une séance, des séances qui durent 1 an et demi. 1 an et demi, je répète toujours les mêmes choses.
Les parents n'arrivent toujours pas à appliquer ce que je leur demande. Je leur dis au bout d'un an et demi, j'écris dans le compte-rendu, Madame, vous devez arrêter de répéter. Quand vous répétez une consigne à un enfant, ça s'appelle un R+. Je vous l'avais dit déjà, je vous le répète, il ne faut pas faire ça. Mais les parents, voilà, ils vous disent intellectuellement qu'ils ont compris. Vous croyez qu'une fois qu'ils sont chez eux, ils vont arrêter de donner les mauvaises réponses? Mais c'est faux, ils continuent. C'est extrêmement compliqué de les guider là-dessus. Donc, en gros, est-ce que ce n'est pas plus simple de dire, Madame, donnez-moi 500 €, votre fiche, il est TDAH, voilà l'étiquette, donnez-lui de la Ritaline, continuez de donner les mauvaises réponses et puis soignez-le avec une molécule. Si tu donnes les bonnes réponses à l'enfant, je peux te dire un truc, l'enfant, il arrête de mal se comporter, il ne tape plus personne. Et ça, tu peux régler ça en 2 mois, 2-3 mois, si tu le fais. Je te donne un exemple, juste dans mon bureau, tu vas comprendre, juste sur une séance. Je te donne un exemple. Pour expliquer pourquoi les bonnes réponses guérissent l'enfant, si je puis dire, de son faux TDAH. Mais évidemment, ça ne peut pas marcher sur une séance. Hein. Mais je te donne juste un exemple. Un enfant pleure dans mon bureau. Il pleure avec une certaine force qui fait qu'on ne peut plus parler. Il fait beaucoup de bruit. Oui. La maman ou le papa sont là et qu'est-ce qu'ils font? L'enfant pleure et il attend, comme d'habitude, la fameuse conséquence, c'est que les parents vont donner leur attention à ses pleurs. C'est ce qui se passe. Et plus ils essaient de calmer l'enfant, de donner leur attention, oui, mais je t'ai déjà dit que tu ne peux pas avoir ça tout de suite. Là, on est chez le psychologue, tout ce qu'ils font là. Plus ils font ça, plus ils encouragent l'enfant à continuer de pleurer. Mais ça, ils ne comprennent pas pourquoi. Plusieurs fois, ça m'arrive de dire aux parents, monsieur, madame, parce que bon, dans mon bureau, j'arrive quand même à avoir une certaine autorité parce que j'ai une certaine crédibilité, puisqu'ils se disent que je suis spécialiste. Donc, ils me font confiance. Je dis, monsieur, madame, regardez-moi à partir de maintenant, ne regardez plus du tout l'enfant, ne vous adressez plus du tout à lui et conversons comme s'il n'était plus là, s'il vous plaît. Quand je fais ça, ça s'appelle un contre-conditionnement. Bon, les parents ne savent pas encore pourquoi, ils ne comprennent pas. En gros, on essaie de couper ce renforcement-là. Cet encouragement du mauvais comportement, pleurer, se plaindre. Plus tu donnes de l'attention à un enfant, plus il se plaint de cette attention. Je te rappelle l'éducation éventuellement qu'on a reçue, toi et moi, en termes de génération. Les parents d'avant n'avaient pas de problème parce que les parents avant ne répétaient pas. Ils n'avaient pas toute cette attention, cette éducation positive de se mettre à genoux auprès de l'enfant, de dire qu'est-ce que tu veux, nanana. Quand le parent disait une chose, il le disait une fois, il ne le répétait pas. Après, ça n'existait plus. Tu pouvais pleurer, te retourner dans tous les sens, il ne te donnait pas d'attention. Et donc, ça calmait. Tu comprenais que ça ne servait à rien de pleurer. Aujourd'hui, le parent, dès que l'enfant pleure, chigne, qu'est-ce que tu as? Oui, mais toute cette attention, ils ne comprennent pas que ça encourage l'enfant dans ce mauvais comportement. Donc, qu'est-ce qui se passe à ton avis dans mon bureau quand je dis aux parents, on se regarde, on parle, ça n'existe plus? Alors, le parent a du mal. Hein. J'imagine, oui, oui. Je dis, il est entre deux feux. Il se dit, il y a mon enfant qui pleure, il y a le professionnel qui m'appelle. Oui, oui. Non. Je dis, regardez-moi. Parlons de ça. Alors, voilà, là, et je discute. Ben, je te dis, dans la minute, l'enfant arrête de pleurer. Parce que même l'enfant doit être abasourdi. Il regarde. Déjà, lui, il réfléchit. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il est en train d'analyser l'enfant, peut-être. L'enfant, il est en train de comprendre que ben, ça ne sert à rien parce que, en fait, là, tous les signes que j'envoie, habituellement, mes parents me répondent. Habituellement, ça marche. Et là, ça ne marche pas. Là, j'ai beau me mettre dans tous les sens, ça ne marche pas. Tu n'as pas l'impression, c'est ce que je remarque quand je parle à d'autres parents, c'est que le parent a perdu confiance en lui-même. Donc, il n'adopte pas la posture parentale. Alors, il a perdu Est-ce que le parent ne doute pas de lui? Parce que comme, par exemple, pour le petit canard, quand tu parles de ta cliente qui dit à son enfant, est-ce que tu veux bien donner le canard? Oui. Bah, déjà là, non. Parce que oui, mais vous savez, enfin, moi, dans mon livre, j'explique tout ça. Depuis Françoise Dolto et même avant qu'elle, Simone de, enfin, bon, il y a plusieurs personnes. Oui. On a considéré, Françoise Dolto a dit, l'enfant est une personne. C'est quelque chose dont on se sert depuis Montessori dans les années 20, dans les années 30, se mettre à l'auteur de l'enfant, c'est aussi ce qu'ont dit les pédagogistes, on va essayer de t'enseigner selon ce que toi tu veux, respecter l'enfant, respecter la personne. En fait, on le respecte trop, l'enfant, d'accord? Oui, il y a un excès, quoi. On est passé d'un excès à l'autre. Par exemple, je te dis, il y a une mère qui vient me voir un jour, je te raconte plein d'anecdotes, elle vient me voir avec une petite fille, et la petite fille, elle monte dans mon bureau avec son sandwich, parce que la maman, elle a estimé elle n'avait pas terminé son sandwich, et ça ne dérange pas la maman. Et quand je lui fais remarquer, elle me dit, oui, mais elle se justifie. Et je te raconte pas qu'elle n'a pas voulu donner suite aux ateliers. Ça ne lui a pas plu ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais madame, tout le problème est là, vous venez avec une fille qui s'oppose à vous. C'est parce qu'elle n'est pas prête, en fait. La mère n'est pas prête. Hein. Oui, pas prête. Pardon, elle n'est pas prête. Parce qu'elle ne revient pas, c'est qu'elle n'est pas prête. Non, mais avec moi, ça passe ou ça casse. Je lui dis, madame,
vous donnez de mauvaises réponses à votre enfant. Point barre. Vous n'avez pas à autoriser et à souhaiter. On monte dans mon bureau, il n'y a pas de sandwich, point barre, la séance va commencer. Mais vous êtes à l'écoute de, on ne sait jamais si l'enfant en a besoin, nanana, son petit confort. Donc, vous ne lui enseignez pas les règles. Vous ne lui enseignez pas, vous ne le frustrez pas, votre enfant. Vous ne lui apprenez pas à se frustrer. Et après, vous êtes étonné que votre enfant se montre intolérant à la frustration avec vous, tout le temps, à l'école, partout. Mais vous ne savez pas poser un cadre à votre enfant. Si vous posez un cadre à votre enfant, dis-moi, tu viens dans le bureau, l'enfant, il chigne, ah, je veux un sandwich. Mais l'enfant, le parent, il met son sandwich dans la poche et il ne calcule pas l'enfant. Voilà ce qu'il faut faire. Il pleure, c'est pas ton souci. Tu montes là, point barre. Tu lui laisses pas le choix. Je peux t'assurer que l'enfant, au bout de 2 secondes, il a oublié son sandwich et il arrête de pleurer. Il accepte le cadre. Par contre, si tu montes avec le sandwich, bah, tu te mets dans des difficultés, évidemment. Mmh. En plus, le cadre, c'est sécurisant pour l'enfant. Ça veut dire, mon parent s'inquiète pour moi et Donc, il m'accorde de l'attention. C'est donc, sécurisant, faut pas croire, Donc, hein, pour tout un cadre. résumer, aujourd'hui, on ne veut plus former les parents. Former les parents à l'éducation, à la psychologie, et à la psychanalyse, parce que je n'ai pas raconté, mais certains, je t'ai dit l'histoire de l'enfant qui accapare l'attention avec le coin-coin, qui ne supporte pas le téléphone. En psychanalyse, tu sais comment on appelle ça? On appelle ça angoisse de séparation. Toutes ces vieilles notions dont on ne veut pas entendre parler. L'enfant, le doudou transitionnel de Winnicott, tout ça, on ne veut pas parler de tout ça. L'enfant, il a besoin de se sécuriser sur le lien. Il a besoin de franchir une étape de la séparation. Et souvent, ils ne franchissent pas cette étape. Il reste collé, il cherche l'attention. Donc, l'enfant qui fait des bêtises à l'école, c'est pourquoi? C'est pour que la maîtresse lui donne de l'attention souvent et ça marche. Et donc, l'enfant, il est enfermé dans cette recherche d'attention par la bêtise en permanence et le parent répond. On ne forme pas les parents à leur enseigner tout ça. Et donc, on préfère leur donner 3 lettres, 4 lettres, TDAH. Il a un truc dans la tête, hein. Il est né comme ça, hein. C'est neurodéveloppemental. Donnez-lui un petit médicament. Donc, je me bats. Vous voyez, tu vois, donc, c'est pour ça que je te montre là mon dernier livre qui s'appelle Neurovibe. Alors, bon, je le lis. Il décrit tout ça dans les détails. Il fait 360 pages, il est assez épais. Mais lui, il guide vraiment les parents en leur disant arrêtez de. J'explique tous les effets secondaires des molécules. Je ne veux pas rentrer et faire peur aux parents, mais c'est catastrophique du point de vue de la santé des enfants de donner, tu sais, l'autorisation de mise sur le marché, l'AMM. Si tu donnes de la Ritaline à un enfant ou si tu donnes du Risperdal, Risperdal, c'est un antipsychotique qu'on donne aux enfants autistes, hein, souvent. Parce que c'est un sédatif, en fait. Quand tu prends du Risperdal, tu es cassé. Hein. Où il y a aussi. L'enfant ne bouge plus. Voilà, tu es sédaté. Abilify. Mais moi, j'explique là-dedans, dans l'Eurovibe, j'explique, mon Dieu, si tu savais les dégâts que ça fait Tu peux nous les dire là, à long terme? Au niveau de la santé des enfants, je vais te les dire, je vais te les lister, je vais retrouver la page. Au niveau de la santé des enfants, c'est catastrophique. Il faut savoir que c'est une industrie qui rapporte des milliards. Je te dis vite fait en 2 mots, les prescriptions de médicaments pour le TDAH ont augmenté de 406% entre 2008 et 2021. On est sur la Abilify sur 4,7 milliards de dollars de bénéfices, sur le Risperdal sur 7 milliards de dollars. Tous ces chiffres-là, je les donne. Il y a un business de la neurodiversité et évidemment, les parents ne comprennent pas ça. Non seulement vous abîmez la santé de votre enfant, parce que l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, explique que quand on donne du Risperdal, tu sais pour qui on est censé donner du Risperdal? Quand on le donne par exemple pour un enfant autiste, on doit donner du Risperdal si l'enfant est auto-agressif, c'est-à-dire qu'il s'automutile, c'est-à-dire que tu vois, il se mord. Tu vois, comme ça. Je ne sais pas s'il y a des parents qui ont vu le fameux film de Vincent Cassel avec un enfant autiste là. Je ne sais pas moi, si tu pas vu, en tout cas. me rappelles Non, plus moi, du j'ai pas titre. vu. Bon, si je le cherche, je ne le trouverai pas. Bon, quand on cherche, on ne trouve pas, donc ce n'est pas la peine. Ça va peut-être me revenir. Mais en gros, on met à un enfant un casque sur la tête parce qu'il se tape la tête contre les murs. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Attends, je vais essayer de retrouver. Ouais, je vois le genre de casque, je vois ce que c'est. Ouais. Voilà. Non, mais de retrouver le titre du film. Enfin, bon. Ah, d'accord, pardon. Pour une fois dans un film, on nous montre la vraie réalité de l'autisme dur qui se cogne la tête contre les murs parce que l'enfant, il est tellement angoissé, il va tellement mal. Et à ce moment-là, quand tu as un enfant qui est auto-agressif, c'est-à-dire qui se mord, moi j'en ai vu qui se saignait, qui s'arrachait les ongles, enfin, essaie d'imaginer, certains s'arrachaient les paupières, s'arrachaient les yeux. Enfin, bon, bref, allez, c'est un film d'horreur, je vais pas. Hein. Eh bien, quand tu as ça. On leur donne. Dans ce cas-là, oui. Parce que ce sera dans la balance entre il va se faire du mal ou le médicament va lui faire du mal. Voilà, on choisit ça. Voilà. Okay, et quand il est hétéro-agressif aussi, alors qu'est-ce que c'est hétéro-agressif? Les gens, je le dis, c'est quand on frappe autrui. Il y a beaucoup d'enfants hétéro-agressifs. Moi, j'ai travaillé dans des IME. Quand j'intervenais, j'enlevais mes lunettes dans la salle. J'entendais du bruit, j'enlevais mes lunettes parce que ça volait. Combien d'éducatrices portaient des minerves le lendemain? Enfin, voilà. Enfin,
L'autisme sévère, c'est violent, d'accord? Quand l'enfant va mal, il te met un coup de boule. Tout de suite, direct, tu rentres, il te mord. Enfin, voilà. Mmh. Les gens ne voient pas cet autisme-là. Alors, ça y est, j'ai retrouvé. Le film s'appelle Hors Norme. Il a été fait en 2019. Vincent Cassel, je vous invite à aller voir ce film Hors Norme. Là, on voit pour une première fois en 2019 le vrai visage de l'autisme sévère. Et moi, on a tous connu Rain Man. Alors, Rain Man, c'était en 88. Alors là, on nous présente l'autisme génial, le fameux Elon Musk. Non, tous les autistes ne sont pas Elon Musk. Il y a 40% de déficients dans l'autisme et il y a beaucoup d'autisme qui sont sévères et qui peuvent. Alors, dans ces cas-là, oui, on peut donner du Risperdal, mais en cas de gestion de crise, c'est-à-dire qu'on donne du Risperdal sur 6 mois seulement, 6 mois. C'est en L'AMF, prévention ou c'est, pardon, quand tu as la crise, tu non, non, le prends et c'est pas en automatique? prévention. Quand Ouais. l'enfant est en crise, Mmh. on voit qu'il frappe autour de lui, il se fait du mal et tout, là, on peut donner, le psychiatre va prescrire du Risperdal, mais il va prescrire du Risperdal, alors déjà à petite dose, certains prennent des doses de cheval, je ne te raconte même pas, et surtout, c'est censé être sur 6 mois. C'est-à-dire que tu n'es pas censé prescrire ce médicament au-delà de 6 mois. C'est déjà Pour les beaucoup enfants, 6 mois, hein. Enfin, oui, bah, pardon, il y en a qui il est en le prennent sur construction. 6, mais il y en a qui le prennent depuis 10 ans. 10 ans. Moi, quand je travaillais en IME, il y en avait qui prenaient ça depuis 10 ans. Alors, en plus, l'effet pervers du Risperdal, c'est que, enfin, pervers, pardon de le dire, c'est qu'il y a un effet d'habituation. Je dis en 2 mots, c'est qu'au début, ça te sédate l'enfant. Tu ne le reconnais pas. Il est doux comme un agneau. Il prend, allez, j'ai envie de dire 1 milligramme. C'est comme ça qu'on compte en termes de milligrammes. Mmh. 1 milligramme de Risperdal. Ça le casse. Le seul problème, c'est qu'au bout de 6 mois, il s'habitue. Son corps s'habitue à ce milligramme. Et il est de moins en moins cassé. Et il redevient violent. Alors, qu'est-ce que dit le psychiatre que tu revois Ça va tous les 6 mois? augmenter? Ben, on va mettre 1,5, Ouais, 2. on C'est comme augmente. ça que certains, je les ai vus, ils avaient des doses, 5 milligrammes, je ne sais pas combien. Si tu prends 5 milligrammes d'un coup, là, je peux t'assurer, tu es cassé, tu dors tout de suite. Hein. Donc, tu vois, et finalement, on ne soigne rien quand on fait ça, mais c'est vraiment une situation d'urgence. Par contre, beaucoup donnent du Risperdal, de la Ritaline, comme ça, un peu de manière abusive, un peu facile. Alors, les fameux effets secondaires, alors justement, sans calculer, sans anticiper, sans se dire, mais attends, quels seront les effets à long terme sur cet enfant? Alors, on les connaît, on en connaît certains, à court terme déjà, je vais te les citer, attends, je vais te trouver ça, mais c'est terme terrible. Alors, page 203 de mon livre. Comme je suis presbyte, je vais prendre un peu de recul pour le lire. Tu es là toujours? Oui, oui, je t'écoute. Donc, 203, je suis presbyte, hein, c'est compliqué Page ça, 203. 203. Ça y est, j'y suis. Je vais devoir enlever mes lunettes parce que. Alors, je lis pour qu'on entende bien. Il y a, alors je dis en 2 mots, une liste détaillée d'effets secondaires qu'on appellera les effets du CAMAG. Enfin, j'appelle CAMAG dans mon livre parce que CAMAG, ça Oui. veut dire alors clonidine, amphétamine, méthylphénidate, atomoxine et guafancine. J'ai un peu du mal à le dire. Enfin, tout ça, c'est un peu Ouais. technique, mais c'est juste pour vous dire que tout ça, ce sont des molécules qui sont données à travers les différents médicaments, les différentes Ritaline, Risperdal et tout ce que vous connaissez, Adderall et médicaments. Alors, effets secondaires. Par exemple, alors les effets légers et fréquents, c'est que vous êtes somnolent, sédaté. Donc, en gros, si vous prenez ça, ce n'est pas la peine de prendre la voiture, hein, quoi que ce soit, Oui. c'est pas grave. On a plus léger, enfin, il y en a malheureusement qui prennent, mais c'est très dangereux. On a plus léger, bouche sèche, constipation et compagnie. Bon, mais plus grave, on a de l'hypertension artérielle, on a de la bradycardie, ce sont des ralentissements du rythme cardiaque. C'est quand même assez grave sur des jeunes. Mmh. On a des dépressions respiratoires. On a tous connu des personnes qui ont eu la Covid. Quand on est en dépression respiratoire, c'est qu'on a du mal à prendre son souffle, enfin voilà, on a du mal à Mmh. respirer. Donc, c'est quand même très dangereux pour la santé d'être en dépression respiratoire, hein, si je puis dire. Et on a même des troubles psychotiques qui peuvent venir, c'est-à-dire des hallucinations, des choses comme ça, suite à la prise de médicaments. Bon, on a des. Alors, on a des. Dépression, il y a pas? Parce que ça bouleverse la chimie du Oui, cerveau, oui, tout. oui, oui, bah, dépression, oui, il y a. Alors, je dis, il y a tachycardie, hypertension, et Ouais. parmi les effets les plus graves, je le dis, pour moi, c'est les risques d'AVC. Il y a des risques d'infarctus, vous entendez? Des risques d'AVC, des risques d'infarctus. Donc, je veux dire, c'est pas rien quand on donne ces médicaments que les jeunes prennent. Moi, j'avais un jour un jeune comme ça, vous savez, je le rencontre dans un événement musical, parce que par ailleurs, je fais de la musique, et on discute, c'est un jeune d'une vingtaine d'années,
Et il voit, c'est marrant, il voit mon livre comme ça parce que j'étais en train de travailler sur mon livre, mon dernier livre, et enfin ce livre-là, hein, et un jeune d'une vingtaine d'années, et on engage une conversation. Il me dit, oh, mais c'est quoi cette histoire de neurovibe? Alors je lui dis, bah, Mhm. c'est la neurodiversité de A à Z, je suis en train d'écrire un livre dessus. Et il me dit, ah, parce qu'il commence à débattre. Et je lui dis, tu sais, vu ce que tu es en train de me dire, je suis persuadé que tu prends de la Ritaline. Il me dit, bah oui, j'en prends. Il dit, bah oui. Et puis tu es à Sciences Po. Tu es à Sciences Po. Je pense que pour arriver jusqu'à Sciences Po, tu n'as pas eu besoin de Ritaline, hein. Oui, je sais, mais tu comprends. Je sais bien que je n'ai pas le TDAH, mais j'ai quand même voulu avoir ce diagnostic parce que ben, j'ai dit, ben, pourquoi? Parce que tu es angoissé. Ben oui, quand je suis angoissé, ça me calme. Ben oui, donc ça te calme quand tu es angoissé parce que tu passes des examens, parce que tu n'es pas bien dans ta peau. Donc, tu as été voir un charlatan qui t'a fait faire un test et qui t'a persuadé que tu étais neurodifférent et que tu avais besoin de Ritaline pour fonctionner, pour passer tes examens, parce que tu as peur d'échouer, parce que tu as peur d'affronter tes angoisses. C'est plus facile que d'aller voir un psychanalyste et puis d'essayer de réfléchir un petit peu à pourquoi je suis angoissé. Hein. En Voilà. plus, maintenant, c'est facile parce que sur Internet, tu peux trouver les symptômes de Voilà. n'importe quelle pathologie, les symptômes Alors, d'eux, et après, bah, tu prends la posture alors, de ça. je C'est lui dis facile depuis aussi de combien. berner un peu. Voilà, mais je lui dis depuis combien d'années tu prends ça? Ah bah ça fait 3 ans. Bah oui, 3 ans. Mais tu Ouh. connais pas les effets à long terme sur ta santé. Eh ben, moi, eh bien, tu me demandes ce que je suis en train d'écrire là pendant qu'on est en train d'écouter de la musique. Eh bien, je suis en train d'écrire ça. Bah, je suis en train de dire tous les effets secondaires qu'il y a là-dedans et je t'invite à le lire. Voilà. Alors, j'espère que ça te motivera pour arrêter de te prendre toutes ces conneries, hein, et que tu fasses un vrai travail sur toi pour comprendre pourquoi tu es angoissé. Mais non, mon cher jeune homme, tu n'as pas de trouble neurodéveloppemental dans ta tête qui t'empêche de plus de te concentrer qu'un autre. Sinon, tu ne serais pas à Sciences Po, hein, si tu avais des problèmes de concentration. Hein. Tu as pu faire tes études jusqu'à présent parce que le lobby, le fameux lobby, là aussi dans mon livre, je donne les milliards et tout, des fameux grands groupes là-bas de laboratoires pharmaceutiques du style Pearson, ça s'écrit Pearson, enfin bon, je prends tout ça, ils engrangent des milliards. Ce que tu ne comprends pas, c'est que quand tu regardes TikTok de manière virale, ce que tu ne comprends pas, c'est que toutes ces vidéos, elles sont mises par des influenceurs qui eux-mêmes sont influencés par ces laboratoires. Ils font la promotion, ils sont, comment dirais-je, les porte-paroles de ces laboratoires. Ces Attends, laboratoires, ils parlent des médicaments sur les réseaux? mais bien sûr, Ah, sur je les savais pas. réseaux, non seulement ils parlent des médicaments, mais en plus, ils parlent de. Écoute, qu'est-ce que ça dit à l'influenceur? Tu veux que je te fasse l'influenceur? Non, mais je pensais pas que tu pouvais promouvoir des médicaments. Tu peux Mais promouvoir un rouge à lèvres, mais quand même pas un médicament. moi, je te dis ce que fait un influenceur sur les réseaux. Un Ouais, influenceur, il te dis-moi. dit, voilà, je vais faire comme si j'étais un influenceur. Ouais, Alors, j'ai 100 000 abonnés, on va dire, ouais. sur Je suis sûre TikTok. que tu vas y arriver. Vas-y, dis-moi. Ouais, j'en ai que 26 000 pour l'instant. Je leur dis, alors, bonjour, chers TikTokers, me voici, je suis, voilà, il trouve un nom, machin. Je vous dis à quel point aujourd'hui ma vie a changé parce Ah que oui? depuis que j'ai découvert et non, beaucoup de gens me stigmatisaient, j'étais mal dans ma vie avant et j'ai compris pourquoi j'allais mal parce que, évidemment, ma famille a été intolérante, à l'école on était intolérants et j'ai eu la chance de rencontrer un professionnel, le professeur Intel, où j'ai eu la chance de me faire dépister. Oui, je me suis fait dépister. Déjà, le mot dépister, ça me fait penser au coco, le fameux Ouais, coco. Hein. Je ne dis pas le mot, ça me fait ouais. rigoler. Je me suis fait dépister. C'est comme si j'avais Dépister un truc. ou diagnostiquer, Ou on entend ça diagnostiquer. aussi. Le mot Ouais. dépister me fait rire, comme si j'avais un virus en moi. Enfin bon, je me suis fait dépister et voilà, et bien j'ai compris que j'avais un trouble du déficit de l'attention. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens comme vous ne le savez pas, n'ont pas été dépistés et ne savent pas qu'ils souffrent de ça. Et du coup, ils sont incompris. Et depuis que j'ai pu mettre un nom sur mon mal, sur ce mal, eh bien, je vais mieux parce que j'ai compris comment je fais du coaching et comment finalement j'étais neurodifférente ou neurodifférent. Et c'est la société qui ne me comprend pas. Et c'est pas moi qui ai un problème. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc, il y a de plus en plus de gens neurodifférents comme moi. Rejoignez ma communauté. On est déjà plus de 100 000. On est déjà plus de 100 000 abonnés à être neurodifférents. Et je vais vous dire, il y a le HPI, il y a le HPE, il y a le TDAH, il y a tout ça. Il y a le TSA, hein, trouble du spectre autistique, évidemment. Alors, ils profitent de ça parce qu'à la base, il y avait le TSA, c'est tout. Et ils ont rajouté toutes les autres pour dire on est comme les TSA. Ben non, vous n'êtes pas comme les TSA. Parce que les TSA, c'est du vrai. Et vous êtes du bidon. Bon, bref. Derrière, ce que j'explique dans mon Continue livre. l'influence, et donc après, il se passe quoi derrière? Elle vend quoi Alors, à je cette continue. personne? Excuse-moi, je continue de faire le Oui, TikToker. oui, j'aime bien, Et j'aime bien. donc, et Je prends des compagnie. cours, là. Et donc, voilà. Donc, non seulement j'ai ça, et Mm. j'ai aussi, dans mon coaching, j'ai compris que depuis que je prenais le Risperdal,
depuis que je prenais ce médicament, eh bien, j'étais apaisée. Alors, moi, chacun fait comme il veut, mais ce médicament m'a beaucoup aidé à me calmer, à m'a sauvé la vie, m'apaiser. quoi. Et aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. Et alors, quand moi, je lis ça et que je suis en mal de réponse, là-dessus, tu as une fille qui lit un livre, c'est pas pour rien. Enfin, une fille, une sorte d'extraterrestre, je pourrais t'expliquer pourquoi elle a cette forme de crâne. Elle lit ce livre parce que la personne qui est neurodifférente, elle cherche des réponses dans les livres, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Elle est en permanence en quête d'une réponse pour un mieux-être. Hein. Et forcément, comme d'habitude, tu sais ce que c'est qu'un algorithme. Hein. Quand tu es intéressé par un sujet, il ne te présente plus que ça. Et toute la journée, je scrolle sur des influenceurs qui me disent à quel point ça leur fait du bien de prendre de la Ritaline, à quel point ils sont contents d'avoir fait du coaching pour comprendre les compagnies. Alors, bien sûr, le coach, hein, je ne te raconte pas, il prend son blé au passage. Le laboratoire, tout le monde prend son blé sur ton dos parce que tu es un pigeon, parce que tu es un mouton de Panurge qui n'a pas compris que dans le fond, ton problème n'était pas ça. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je reviens moi-même. Qu'est-ce qui se passe derrière cette personne? Je te le dis. C'est les vieux diagnostics dont on ne veut plus parler. Cette personne, elle est mal dans sa peau. Effectivement, elle n'est pas neurodifférente. Par contre, elle n'est pas adaptée à la société et elle en souffre. Oui, on se moque de toi depuis toujours. Oui, tu es en conflit avec tout le monde et tu n'as pas d'amis, tu n'es pas bien. Mais ce n'est pas parce que tu es neurodifférente, c'est parce que psychologiquement, tu as grandi dans un contexte, tu as eu des traumas, des choses comme ça. Ça s'appelle la psychanalyse. La psychanalyse, voilà. Eh bien, toi, tu ne veux pas en entendre parler. Eh bien, je veux te dire un truc. La plupart du temps, ce sont des cas borderline, par exemple, et à limite. Ça peut être des cas de paranoïa, des personnes qui vont mal dans leur peau. Enfin, histrionisme aussi beaucoup. Hein. Voilà, histrionisme. Donc, en gros, c'est histrionisme, une forme de névrose hystérique. Voilà, on va parler. Tout ça, ce sont des trucs dont on ne veut plus parler. Ça n'existe plus. On veut nous faire croire que l'homme, l'être humain, il n'est que neurochimie. Il n'y a pas, on coupe le lien avec l'environnement, ce qu'on appelle le psychogène. Le psychogène, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'autour, tu te construis ta personnalité, ça n'existe plus. Voilà, tu es né comme ça, c'est de l'inné, c'est bidon. Et moi, quand j'écoute le discours des patients qui viennent me voir, mais moi, j'explique pourquoi ils sont comme ça. Mais si tu voyais la vie des personnes qui viennent me voir, leur enfance, comme l'autre, j'ai été violée par mon père, j'ai été ci, j'ai été ça, mais on me raconte des trucs et on me dit, et voilà, et puis je suis... voilà pourquoi je prends de la Ritaline, parce que je suis TDAH. Mais non, tu ne prends pas de la Ritaline parce que tu es TDAH, tu prends de la Ritaline parce que tu es extrêmement angoissé par la vie, parce que tu me racontes un climat d'insécurité incroyable. Tu es hyper insécure parce que tu es mal, parce que tu as vécu des traumatismes. Ton cerveau, il n'est pas neurodifférent, d'accord? Donc, en gros, parce que tu ne veux pas régler tes problèmes, on peut dire d'ordre psychanalytique ou psychologique, ou parce que tu ne peux pas, ou parce que c'est trop compliqué, Big Pharma a compris. Et là pour toi, ça arrive, hein. Big Pharma est là pour toi. Il a compris que tu étais un grand pigeon, un beau pigeon qui cherchait une solution facile. Il n'y a pas qu'en France, hein, aux États-Unis, partout. Hein, c'est mondial. Non, en souffrance, la personne qui est en souffrance, voilà. Pardon, en souffrance. Oui, excuse-moi, je croyais que tu avais dit en France. Il a compris ça. Et Big Pharma, moi, je donne les milliards là-dedans. Il a compris qu'il pouvait. Parce que toi, tu ne réfléchissais pas, tu avais envie de trouver une solution. Non seulement ça te déculpabilise, parce que tu dis, voilà, moi, je ne suis pas malade, je n'ai pas de problème. C'est pas ma faute, oui. C'est pas de ma faute. Je suis né comme ça. Mon cerveau est comme ça. Donc, et en plus, derrière, tu viens influencer, tu as 100 000 abonnés, donc dans ta communauté, tu t'entretiens dans l'idée que vous vous entretenez là-dedans. Sauf que moi, je te le dis, les pathologies, je les connais. Je te dis, dans mon livre, je ne parle pas que de ça. Hein. Je parle aussi des LGBTQIA+. J'explique pourquoi c'est de la neurodiversité. En plus, j'y ai pensé pendant que tu me dis, bon, je ne vais pas en parler, mais c'est vrai que c'est... Voilà. Bon, et j'explique que tu as beaucoup de cas d'autistes Asperger qui se croient neurodifférentes parce que tout simplement, leur problème, c'est que vous êtes juste autiste Asperger et que vous êtes très angoissé du point de vue de votre identité. Je le comprends. Les autistes sont très influençables, en tout cas en grande majorité. J'ai eu beaucoup d'autistes Asperger qui étaient en recherche d'identité, qui rentraient dans des phases de tatouage, de tout ça, parce qu'elles se cherchent, ce sont des personnes qui se cherchent, qui sont angoissées. Eh bien, qu'est-ce qu'elles entendent à l'école? Mais tu n'es peut-être pas du bon genre, tu n'es peut-être pas du bon sexe, c'est pour ça. Et elles rentrent dans, eh bien, statistiquement, moi j'avais remarqué avant, sache l'émission du professeur Raoul, je ne suis pas fan, mais peu importe, il l'a dit, il l'a dénoncé, et les fameuses Dora Muto. Dora Muto, c'est les personnes qui ont parlé de féminisme, alors tu pourras taper sur Internet, c'est des personnes, pardon, les autres qui ne connaissent pas, qui ont écrit Transmania. Et moi, dans ma patientèle, j'avais remarqué, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces jeunes filles autistes Asperger qui veulent transitionner? Eh bien, j'ai compris qu'il y avait un lien, et désormais, beaucoup de professionnels le reconnaissent, et dans le livre de Dora Muto, elles le disent, que les personnes qui veulent transitionner, les autistes sont beaucoup plus sensibles à la transition de genre, et c'est pour ça que dans ma clinique, je retrouvais ça. Mais leur problème, ce n'est pas qu'elles sont, comme elles croient, nées avec le mauvais sexe.
Le problème, c'est qu'elles sont malheureusement autistes et très influençables parce qu'un autiste Asperger va plonger dans un domaine et devenir un expert et être obsédé par ce domaine. Et c'est la caractéristique de l'autiste Asperger. Et comme il est influençable, s'il entend autour de lui que l'Asperger, que le LGBT, enfin, que la transition de genre, c'est quelque chose à la mode, eh bien, il risque de se faire influencer et de consacrer toute sa vie au point de se dire, je veux plus qu'on m'appelle Pierre, mais qu'on m'appelle Pierrette et de rentrer là-dedans. Et donc, j'explique qu'il y a un lien très, très fort avec les personnes qui se disent soi-disant neurodifférentes, avec les personnes qui disent « moi, je suis une panée du bon genre et du bon sexe », qui pensent aussi être neurodifférentes. Donc, pour moi, si je devais résumer par rapport à ce dernier livre, il y a le trouble neurodéveloppemental, enfin, on va dire la neurodiversité, qui fait partie, dans la neurodiversité, on retrouve HPI, HPE, TSA, TDAH, 10, DYE, tous les 10. On retrouve aussi le trouble bipolaire, je pourrais t'en dire un mot aussi, qu'on dit neurodifférent, et on retrouve les LGBTQIA+. Tout ça, c'est la grande famille que je dis. Donc, j'ai 26 chapitres dans le livre qui disent neurodiversité de A à Z. Et dans cette neurodiversité de A à Z, où il y a les LGBT qui font partie, figure-toi que la neurodiversité, c'est comme des poissons qui mangent des poissons. Donc, la neurodiversité, elle se fait manger. Elle fait partie de quoi, à ton avis? Elle fait partie, pour moi, du wokisme. Nous y voilà, parce qu'elles ont les mêmes centres d'intérêt, c'est-à-dire nous sommes des minorités persécutées, nous haïssons les normes, nous voulons être hyper visibilisés. Enfin, tout ça, c'est un mouvement qui fait partie du wokisme. Donc voilà, tout ça, je le dénonce aussi dans mon livre, voilà. Et pourquoi aujourd'hui, en tant que lanceur d'alerte, j'essaie d'éveiller les consciences et j'essaie de dire aux gens, arrêtez de croire ce qu'on vous dit. Et moi, je dis honte, encore une fois, à mes confrères et à mes consoeurs qui font passer des tests à 500 € avec des patients dont ils savent parfaitement qu'ils ne sont pas TDAH. Moi, si je voulais me blinder, être très riche, hein, si je le dis de termes de façon très... Mais ça serait très facile. Je me spécialise dans les tests. Je fais passer 3 tests ou 4 par jour. Je me fais au moins, comme je t'ai dit, 2000 € par jour. C'est pire qu'un vendeur de drogue. Hein. Tu sais, ceux qui font le chouf, là, on met dans les quartiers. Parce que je le dis, ce sont des dealers de drogue, hein, parce que derrière, c'est la Ritaline qui se vend. Donc, pour moi, c'est pareil. Et je me fais 2000 €, mais franchement, 2000 €, j'ai qu'à travailler 10 jours. 10 jours dans le mois, comme ça, et puis je me mets 20 000 comme ça sous la table, tranquille. Je peux le faire tellement facile parce qu'il y a tellement de gens qui viennent me voir en détresse pour me dire est-ce que mon fils est TDAH? Je pourrais leur dire ah bah attendez, hein, on va faire un bilan qui va durer 1 heure, et puis à la fin, je dis bah oui, il est TDAH, donnez-moi 500 €, regardez, je viens de faire passer un test. Je pourrais le faire. Hein. Voilà, donc on a une éthique, c'est catastrophique. Voilà, donc tu l'as compris, hein, je suis un psy en colère. Je lance l'alerte. Voilà, Oui, c'est comme ça que j'ai découvert. Hein. Et on a voilà. beaucoup de points communs sur certaines choses. Bon, après, d'autres non, mais pour la psychanalyse, tout ça. Bon, moi, j'ai le sentiment que si l'humain réfléchit à ce qu'il vit, à ce qu'il subit, il est possible, dans la majorité des cas, à partir du moment où tu n'es pas sous curatelle et que tu es majeur, tu peux t'auto-réparer. Je pense que la nature a fait qu'on peut s'auto-réparer, non? Alors déjà, pour la psychanalyse, tu dis oui, je réponds là-dessus. Oui. Tu me dis oui, on n'est peut-être pas d'accord sur tout et tout. Les gens, là, par exemple, qui s'arrêtent à mon discours, doivent penser que je suis pro-psychanalyse, que je ne crois qu'en ça, que c'est bien, que je déteste, que je pense qu'ABA, c'est pas bon. Enfin, tu vois, là, je te Mais dis, l'ABA, je connais pas. En fait, si je m'appelle Abba, moi, c'était juste pour apparaître en haut dans l'ordre alphabétique, hein, sur la chaîne YouTube. Hein. Je savais même pas d'accord. que c'était un sens au départ. Hein. C'est vraiment du Alors, hasard. Hein. c'est Je important, connais même pas. il faut que Oui. tu saches, bon, ça c'est une aparté, mais Ouais. ABA, c'est très, très codifié. Tu as choisi ce mot-là, c'est très, très codifié. C'est pas rien, ABA. Hein. ABA, ça veut dire, enfin, toute personne qui lit ABA, en plus, il y a écrit Ouais. ABA Life. Moi, quand j'ai lu ça, c'est la vie selon ABA, selon la méthode ABA. Ah La ouais? méthode ABA. C'était juste stratégique Et donc, pour être en haut. D'accord. Je savais pas que justement, je ne savais pourtant je suis autiste, hein, mais comme je m'y intéresse pas, parce que je oui, voulais pas non plus, avoir le d'accord, comportement, parce que si je me voyais autiste, j'avais super peur de ça, donc je m'en suis détachée pas de et j'ai pas souci. voulu justement plonger dedans, savoir c'est quoi les caractéristiques précises. Je sais que je le suis, mais je n'en parle pas plus que ça. Voilà. Je te C'est dis pour pas juste m'enfermer. le B Ouais. de ABA, ça veut dire behaviorisme, Ouais. comportementaliste, c'est une méthode psychologique. Et il faut que tu saches que ABA, je ne veux même pas savoir à quel point c'est le truc, c'est le premier mot qui vient dès qu'on dit autisme. Autisme, ABA. Je veux dire, c'est tellement, il y a un lobby
Voilà. Et il faut que tu saches que quand on voit ABA Live, on se dit que tu es coach et spécialisé en méthode ABA. Ah non, en plus, je suis pas coach. Ah non, 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 je suis consultante et coach. Non, je ne le suis pas. En plus, il En tout n'y cas, a quand rien on qui voit va. ABA Ma Live, communication, elle est catastrophique. c'est ma vie selon ABA. Voilà. Ma communication est catastrophique sur les réseaux. C'est pas grave, mais je crois qu'il faut le garder, il faut le garder. Bon, c'est pas grave, il faut le garder, et puis peut-être tu te renseigneras, tu verras. Mais je vais te dire un truc, pour répondre à ta question. Est-ce qu'on peut s'auto... non, moi je crois que l'auto... Préparation. Elle est... Alors, j'ai pas fini sur la psychanalyse, juste en 2 mots. Dans mon premier livre que tu m'as dit qui t'intéressait, qui lui parlait exclusivement d'autisme. Ma vérité, oui, je suis intéressée, bien sûr. Dans ce livre, je préviens, je suis très dure. Donc, je dis, vous êtes mais j'adore ça. Je n'aime pas qu'on tourne autour du pot, donc c'est parfait si tu es tranchant. Quand vous êtes autiste, voilà. J'espère que vous êtes suffisamment ouvert pour lire. Ah oui, je suis, bien sûr. Dans ce livre, j'explique une chose. On croit, moi j'ai eu des critiques sur Amazon qui disent oui, il défend la psychanalyse. Attention, j'explique qu'il y a des angoisses de séparation, que beaucoup d'autistes souffrent de ça et que la méthode ABA qui est comportementale et qui veut nous faire croire que l'autisme elle est uniquement neurodéveloppementale, parce que c'est ça ABA. Hein. On fait du behaviorisme parce qu'on dit l'enfant est né comme ça. Bon, elle nie cette histoire d'angoisse de séparation et toutes ces notions psychanalytiques. Ça n'existe pas pour eux. Or, moi, dans ma pratique, à 80%, chaque fois que j'étais en IME, mais tu ne peux pas savoir le nombre d'enfants qui souffraient d'angoisse de séparation et qui le manifestaient de manière visible. J'ai raconté l'histoire du coin-coin, mais bon, je pourrais te raconter ça, machin. La psychanalyse est indispensable. Mais, je fais sa critique dans le livre. Je dis à quel point elle n'a pas su s'adapter, à quel point elle est rétrograde, parce qu'elle en est restée au point de allongez-vous. Je vais vous dire un truc, ça c'est valable pour les adultes, mais pour les enfants qui sont atteints d'autisme, celui qui traite, moi j'ai commencé en hôpital de jour, j'ai vu comment c'était. On attend que ça vienne, que l'enfant, ça vienne de lui, qu'il nous fournisse du matériel à penser. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est catastrophique parce qu'on ne donne pas des solutions concrètes ni aux parents ni à l'enfant. On est dans une écoute psychanalytique, dans une interprétation des symboles. Quand l'enfant a fait ça, ça voulait dire ça. On a une sorte de masturbation intellectuelle. Voilà, excuse-moi. Hein. Donc, crois-moi, la psychanalyse, je suis le premier à la fustiger en disant que vous n'avez pas su faire votre évolution. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous tape dessus parce que vous ne vous êtes pas adapté, parce que vous êtes resté très... vous ostracisez tout le monde. Bon, bref. Donc, attention. Moi, je la critique aussi, la psychanalyse, mais je dis qu'elle est aussi indispensable pour la bonne part. Donc là, je ferme la parenthèse. Elle est indispensable pour comprendre les mécanismes. Par contre, dans l'application, elle est zéro. Voilà. Mais la théorie est bonne, enfin, en grande partie. Par contre, l'application, et surtout, ils sont catastrophiques, les psychanalystes, c'est dans la communication. Ils sont zéro. Je l'explique dans mon livre. Les méthodes comportementales ABA, en gros, tu as compris, il y a les cognitivo-comportementales d'un côté et les psychanalystes de l'autre. C'est les deux grosses méthodes et qui se font la guerre. Et aujourd'hui, les méthodes cognitivo-comportementales écrasent la psychanalyse qui n'a plus droit de citer, alors qu'avant, la psychanalyse, il n'y avait que la psychanalyse. Oui, c'est vrai. Il n'y avait pas ABA. Donc, du coup, aujourd'hui, ils ont fustigé, je dis en 2 mots, Bruno Bettelheim a dit que les mères étaient des mères frigidaires. Tout ça, c'est un psychanalyste à l'époque, ça. Bon, donc, on critique, on dit, voilà, les psychanalystes, ils jugent les parents, ce sont bananas, ils ne sont pas humains, alors que l'enfant autiste, il n'a pas fait exprès, il est né comme ça. Maintenant, on sait que c'est prouvé, c'est génétique. Bon, bref, je te répète, ce n'est pas prouvé. Bon, donc, on fait croire tout ça. Donc, en gros, on a toutes ces écoles-là qui se font tous ces commerces-là, on pourrait dire ça aussi, tous ces boutiques-là, oui. Mais moi, tu m'as dit, est-ce qu'on peut s'auto-guérir? Donc, déjà, dans mon livre, j'explique qu'on a besoin des 2 méthodes. Il n'y a pas de dogme à avoir. La psychanalyse, elle est aujourd'hui, elle n'a pas su communiquer. Ce sont de très mauvais communicants, donc elle est rejetée, on l'écrase, on dit qu'elle est obsolète et c'est bien fait pour elle. Et pourtant, je viens de te démontrer, parce que ça fait 1 heure qu'on discute, à quel point, malheureusement, le business d'ABA et le business de Big Pharma profitent du fait que la psychanalyse est morte et qu'on ne veut plus aider les parents à réfléchir pour pouvoir leur dire que c'est neuro et que c'est des chimies dans votre cerveau et qu'il faut donner des molécules. Voilà, ils en profitent, ils sont contents. Voilà, donc là, je vais faire ma parenthèse là-dessus. Non, je crois que là, ça a ses limites, la réparation, pour la simple et bonne raison, on va y revenir à une chose, c'est l'inconscient. L'inconscient, c'est la psychanalyse. Je vais te parler de Freud, j'en parle dans mon livre. Il faut que je l'appelle Freud, moi, pardon. Vas-y, je t'écoute. Non, moi, je l'appelle Monsieur Freud. Monsieur Freud. Oui, je sais qu'il est très critiqué.
moi, je ne vais pas parler. Tu sais, Freud, il a fait plein d'erreurs. Non, mais c'est quand même non, mais c'est quand même intéressant d'avoir des points de vue qui ne sont pas comme les miens. J'adore ça. Tu plaisantes ou quoi? Freud, Je ne peux pas rester enfermée. Je t'écoute. tu sais, je ne suis pas fan de Freud. Freud, c'est un homme qui a psychanalysé sa fille, alors que c'est complètement antidéologique. Il a fait plein de mauvaises choses, Freud. Hein. Il prenait de la cocaïne. Enfin, c'est pas un homme parfait. Hein. Bon. Mais qui l'est? Qui est parfait Moi, je aujourd'hui? te parle de sa théorie psychanalytique. Et puis, Oui. il sexualisait tout. À un moment donné, il est revenu sur sa théorie. Bon, il pensait que toutes les hystériques avaient été violées. Puis après, il dit non, elles ont juste eu le fantasme de. Bon, et puis le fantasme, et puis ça ne plaît pas qu'on dise que la fille fantasmait de coucher avec son père, tout ça, tout ce qui est complexe d'Oedipe, il a parlé. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il nous faudrait des heures pour expliquer le complexe d'Oedipe, ça ne plaît pas. Bon, il y a du bon et du mauvais, quoi, comme partout. Puis il a démarré peut-être aussi. Moi, Il a démarré donc. Mais attends, pour moi, il est évident que la fille a besoin et est très important de plaire à son père et que ce n'est pas la question sexuelle ou autre, mais je peux t'assurer que je le vois tous les jours quand je vois des adultes dans mon bureau qui a 50 ans, alors qu'elles ont eu un père qui était un monstre, odieux, etc., sont toujours dans l'attente que les pères les valident et les aiment et leur donnent de l'importance. Enfin, bon, donc le regard d'un père sur une enfant, fille ou garçon, extrêmement important, mais d'une mère aussi. Enfin, donc tout ça, c'est la psychanalyse qui le dit et c'est vrai. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, Freud a apporté quelque chose, une notion essentielle, qui est en train de mourir aujourd'hui, qu'on ne croit plus et que justement ta question soulève sur l'autoréparation. Il a amené ce qu'on appelle l'inconscient. Les gens ne savent pas qu'ils ne sont pas conscients. Quand on croit qu'on peut s'autoréparer, c'est qu'on croit qu'on peut accéder soi-même, à toutes les couches de sa conscience. Mais non, on ne peut pas. Et tu sais pourquoi? Parce que l'inconscient, c'est notre poubelle. C'est ce qui te dérange. Tout ce qui te dérange, tu te le caches à toi-même. Et donc, tu ne peux pas aller le chercher toi-même. Et tu sais pourquoi? Je peux te donner une preuve. Pourquoi? Je te donne l'exemple, on va revenir sur l'exemple de la mère qui faisait monter l'enfant avec un sandwich dans mon bureau. Je te donne l'exemple puisque tu m'as dit, elle n'était pas prête. Bah, tu as bien dit, elle n'est pas prête. Tu sais pourquoi elle n'est pas prête? Parce que quand je lui dis, madame, vous n'êtes incapable de frustrer votre enfant et de lui poser des limites, elle est dans le déni, elle me dit non, c'est pas vrai, elle se justifie et puis elle ne revient pas parce que je viens de toucher son inconscient. Je suis d'accord avec toi. Son inconscient, c'est une poubelle. Elle a mis tout ça dans la poubelle. Mais quand je dis son inconscient, ce n'est pas seulement sa fille. Cette femme-là, elle a été élevée par des parents d'une manière particulière. Et je te mettrai ma main au feu qu'elle a subi un autoritarisme injuste de la part de ses parents. Elle ne me l'a pas dit, mais moi, je te mettrai ma main au feu qu'elle a souffert, qu'elle a été traumatisée. Et ça, c'est inconscient. Elle ne veut pas le conscientiser. Et oui, parce qu'elle ne veut pas, mais si elle voulait. Mais il y en a qui sont bons en métacognition. Il y en a, ils sont bons. Ça, c'est pour moi. Bon, je te dis, je t'invite à lire mon livre. Pardon, je t'invite à lire mon livre, celui-ci, Première profiler de déjeuner, et tu verras. Et j'aimerais bien avoir ton retour. Mais je te laisse poursuivre. Je le lirai. Tout ce qui est métacognition, on est bon. Tu sais, on n'est pas égaux. Je vais te dire un truc. Oui, on n'est pas égaux, c'est vrai. Il y a des personnes qui sont plus aptes que d'autres. Je suis d'accord. La résilience de Cyrulnik, tu te rappelles, la résilience, c'est je prends Ouais, je sais. Ouais, j'aime pas le mot résilience, mais je comprends. Ce truc qui va se casser, c'est du bois, mais il va redevenir droit. Ça veut dire que là, c'est du bois, mais le bois, il a une certaine résilience. Tous les bois, si je prends du chêne, si je prends du peuplier, n'ont pas la même résilience. Il y a des bois que tu pourras tordre au maximum, ils vont revenir, puis il y en a d'autres, tu vas les tordre un peu, ils vont casser. C'est ça la résilience de Cyrulnik. Donc oui, il y a des personnes qui sont plus capables de d'autres de faire leur examen de conscience et d'accéder à leur inconscient plus facilement que d'autres. Je suis d'accord. Mais quoi qu'il arrive, tu te confronteras à une limite. Tu sais, je te donne des exemples extrêmement fort. J'ai participé à GPTV sur une émission qu'on appelait les survivantes, des femmes qui avaient été, qui ont été embrigadées dans des sectes pédosatanistes, qui ont gravissime certains enfants qu'on a obligés à d'autres, zibouiller d'autres. Je ne dis pas pour pas qu'on se fasse shadowbanner sur YouTube. Des traumatismes que tu ne peux même pas imaginer. Ah oui, non, mais c'est. Sectes pédosatanistes. Il faut une résilience énorme pour se remettre de ça. Tu sais comment certaines personnes, ce qui se passait, pour te montrer à quel point l'inconscient joue et à quel point on a nos limites. Il y a ce qu'on connaît, on appelle l'amnésie traumatique. Combien de victimes de V ont été pris par là et ont mis 30 ans avant de s'en souvenir? Parce que leur mécanisme de défense ont mis ce V dans l'inconscient et les personnes ne savaient même plus qu'elles avaient été V. J'en ai des patientes comme ça tout le temps. Ça montre bien la limite de cette autocritique, de cette autoréparation, parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait, et c'est là que Freud intervient, il y a en face de toi un miroir, c'est-à-dire le psychanalyste, qui lui va te renvoyer les choses et qui fait que tu pourras prendre conscience. Et c'est toute la théorie de Freud d'expliquer que
Tu sais, on ne dit pas à un patient, ah ben madame, je pense que vous avez certainement été victime d'un abus dans votre enfance. On ne dit pas ça. Mhm. On travaille à ce que le patient en prenne conscience. C'est ça la Ouais. psychanalyse. Et quand le parent en prend conscience, enfin le patient parent prend conscience, par exemple, si la fameuse maman là, qui est venue avec le sandwich, si elle avait voulu faire ce travail avec moi, je ne l'aurais pas allongée. Mais si elle avait voulu se remettre en question, un jour, elle serait venue elle-même à me dire, ben oui, j'avoue que je suis très angoissée quand je frustre mon enfant, parce que quand je frustre mon enfant, je suis angoissée parce que c'est la petite fille en fait que je frustre, c'est moi, et j'ai pas envie d'être mon parent, j'ai pas envie d'être un parent injuste comme Mhm. étaient mes parents. Et donc, je m'identifie à cette petite fille et je suis incapable de la frustrer parce que cette petite fille, c'est moi. Mais aucun parent, enfin, c'est très, très rare qu'une personne soit capable par elle-même d'en arriver à là. Et puis alors, si en plus son père l'avait, a fait un inceste sur elle, enfin, tout ça, je refoule parce qu'on appelle, alors je vais encore parler de Freud, le surmoi. Tu sais ce que c'est? C'est-à-dire l'interdiction de détester ses parents. Le surmoi, c'est la loi parentale qui a été posée, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que j'ai le droit de vouloir la mort de mon père? Non, je serais une mauvaise fille, je n'ai pas le droit. On s'interdit des choses. Donc, c'est pour ça que Freud a parlé du moi, du ça, du surmoi. Tous ces mécanismes existent. Et donc, on rencontre une limite quand on est, et c'est pour ça que je ne suis pas fan de tout ce qui est développement personnel, même si je l'entends. D'ailleurs, eux n'aiment pas les psychologues, hein, la plupart du temps. Mais pourquoi? Parce que quand on leur sort tout ça, ils ont l'impression qu'ils peuvent tous s'auto-guérir, ils ont des solutions, ils te sortent un livre tous les 6 mois pour te trouver des méthodes d'auto-développement, d'auto-machin, je m'auto-guéris. C'est très bien, mais Ah, ça a des... je savais pas qu'ils faisaient ça, en fait. Parce Ah que oui, le je parlais développement juste de mon personnel, expérience. Je savais pas ils promettent l'autoguérison? bah oui, Je crois qu'ils l'auto-guérison. promettaient juste l'amélioration Non, ou non, comment ils disent ça? Être la meilleure version de soi-même? Mais je pensais non. ils parlent vraiment d'autoguérison? Le développement personnel, ça a la vocation de Ouais, trouver des recettes dans les livres et de ouais, s'auto-guérir. C'est ça. Et je savais pas. moi, non, mais moi, Ah, je j'avais donne pas deux compris mots. comme ça. Ça D'accord. ne peut pas faire de mal en soi. Moi, quand quelqu'un me dit, ah, ben, vous savez, moi, j'ai vu, je suis de couleur rose, ma personnalité, c'est rose et vert. Enfin, ils ont toutes sortes de trucs qui vont chercher des nouveaux. Ça vous fait du bien. Mais la limite, c'est que moi, je peux t'assurer, hein, quand j'ai des gens dans mon bureau, je discute avec eux, des fois 1 heure, 2 heures, je les vois 3, 4 fois. Moi, je sais ce dont ils souffrent, je sais ce qu'ils ont, je ne leur dis pas forcément, mais j'essaie de les aider à prendre conscience. Et ils ont tellement de limites parce que, et souvent, c'est tellement douloureux de prendre conscience qu'ils préfèrent ne pas venir me voir. Et au bout d'un moment, quand on approche un peu de la vérité, tu ne Ouais, les parce que vois bah, plus. ouais, Parce que mais est-ce que tu te dis pas que c'est le cerveau, justement, il sait que la personne n'est pas prête, point. Donc c'est d'où l'inconscient ou la poubelle, comme attends, tu je te appelles. ressors encore Parce une que autre. Alors, je ouais. te réponds à ça, une autre notion freudienne et psychanalytique, c'est le mot, tu sais, c'est quoi? Angoisse. Les gens sous-estiment ça. L'angoisse te tenaille, c'est l'angoisse qui fait que tu es tellement angoissé que tu ne reviens pas. Parce que si je te fais prendre conscience que ton père, tu as envie de le zigouiller, si je te fais prendre conscience de ça, tu te mets mal avec ton surmoi, tu t'interdis d'être cette mauvaise fille-là. Donc, tu t'interdis, donc ça crée le symptôme névrotique et donc tu as un mal-être du style, tu as une arythmie cardiaque, tu développes des symptômes hystériques, tu es mal, enfin, tu vois, bon, bref. Mmh. Des fois, certains développent pas hystériques, des symptômes, dans ce cas-là, quand on envie de zigouiller, c'est plutôt des symptômes de névrose paranoïaque, de névrose obsessionnelle, pardon, de névrose obsessionnelle. Et c'est pas paranoïaque, hein, c'est pas névrose paranoïaque, ça veut rien dire. Je voulais dire névrose obsessionnelle. Tu développes des TOC, des troubles obsessionnels et compulsifs, des trucs comme ça. Souvent, ce sont des personnes qui ont une énorme agressivité, mais ils la refoulent à travers ça et ça donne le symptôme névrotique qui est le TOC. Tout ça, les gens ne savent pas. Alors, ils vont appliquer des méthodes de coaching, de trucs, de s'auto-machin. Mais quand tu fais ça, tu traites le symptôme, tu ne traites pas l'angoisse en profondeur. Tout ça, ils ne veulent pas entendre parler. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas les psychologues. Donc, non, tout ça, pour moi, ça a des limites. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, mais ça doit être fait en parallèle d'un vrai travail de fond et tu dois toujours avoir un miroir. Et tu sais pourquoi les psychologues comme moi doivent aussi aller voir un psychologue? Parce que Un moi aussi, superviseur, oui. tu sais pourquoi? Parce que moi aussi, j'ai un inconscient, figure-toi, Bah, et que bien sûr. moi aussi, je me cache des choses à moi-même. Donc, si les psychologues qui sont eux-mêmes avisés vont voir des psys, c'est parce que l'auto-réparation dont tu parles, elle a ses limites. Et même si quelqu'un d'hyper avisé comme moi, je ne prétends pas être le meilleur psychologue du monde, mais je pense quand même Mmh. très avisé sur les pathologies, a besoin aussi d'aller consulter, c'est parce que moi-même, je ne peux pas m'auto-réparer. Moi-même, j'ai mis les idées. Moi-même, je me mens à moi-même. Moi-même, j'ai mis des choses dans ma poubelle que je ne veux pas soulever, Mmh. que je ne vois pas et que j'ignore.
Et donc, je t'ai parlé de l'amnésie traumatique et tout ça. Bon, j'en suis pas là. Je pense pas que j'ai une amnésie traumatique. Je pense pas avoir été victime de V quand j'étais dans mon enfance sans le savoir. Mais moi-même, j'ai eu des choses que j'ai préféré ignorer, que j'ai Oui. préféré mentir. Et je pourrais te donner des exemples tellement plus parlants. Mais j'en cherche, mais pour te montrer à quel point on arrive à se mentir à soi-même, à quel point on met les choses dans l'inconscient parce qu'elles sont trop douloureuses et on se rappelle d'une moitié. Alors, je te donne par exemple juste un exemple. Si un jour on t'annonce le décès d'une personne qui est chère ou tu viens de vivre un truc très très fort, on va te questionner une semaine après. Je dis, mais tu sais qu'à ce moment-là, à côté de toi, il y avait un éléphant? Ah non, non, je ne l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Tu sais que je t'ai dit ça? Ah ben non, je ne me souviens plus. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit ça, ça, ça? Tu m'as dit tout ça? Ben oui. Et tu ne te rappelles pas que tu avais les pieds pleins de boue, je t'ai dit ça? Non, non, non. Il y a des trucs que ta mémoire, elle occulte complètement. Oui. Donc, nous, on croit tout maîtriser. Et c'est pour ça que Exactement. le discours de l'autoréparation, moi, je ne l'ai jamais porté et un psychologue ne va pas le porter. C'est pour ça, moi, je t'ai dit, j'étais formée à l'université. Et c'est pour ça que souvent, les coachs et tous ceux qui sont spécialistes en développement personnel s'opposent aux psychologues et ce n'est pas des familles qui vont ensemble parce qu'eux portent un discours d'autoréparation. Et les psychologues qui ont été formés à l'université comme moi, qui connaissent l'inconscient, qui connaissent tout ça, savent parfaitement que c'est un discours qui est creux et que ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas des familles qui s'apprécient. Et souvent, à chaque fois que j'ai voulu discuter avec un coach et tout, on finissait par être en conflit parce que sur ces notions-là, on n'était pas d'accord. Donc, bon, voilà. Ce que je peux comprendre, bien sûr. Bah, tu as une formation qu'il n'a pas. Hein. Mais je Voilà. ne pensais pas qu'il s'octroyait le terme guérir. Hein. Mais C'est protégé, normalement, le terme parce que guérir. tu me prends au pied de la lettre. Je ne dis pas qu'ils s'octroient ce Ah oui, terme. d'accord. C'est mon interprétation. Mmh. Ils ont tendance à promouvoir une alors j'ai dit guérison, mais une auto-réparation, si tu préfères, via utiliser ma méthode. Ma méthode fait que vous trouverez une solution. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un psy. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous renvoie. Vous pouvez vous traiter vous-même à travers mes conseils. Voilà, c'est bien de l'auto-réparation à travers le guide coaching du développement personnel. Et beaucoup de... Alors, c'est plutôt les jeunes filles. Hein. Je ne veux pas faire de misogynisme ou de sexisme, mais c'est plutôt les femmes qui sont plus sensibles au développement personnel. Et elles sont très friandes. Et si tu regardes sur Amazon les numéros 1 des ventes, regarde, les livres qui cartonnent, ce sont des livres de développement personnel. Les personnes adorent lire ça et trouvent des solutions. Ils me disent, voilà, je vais mieux. Moi, je me rappelle, j'avais une amie qui était là-dedans à fond. Non, elle n'allait pas mieux. Elle était catastrophique d'un point de vue de son comportement, inadapté. Et elle croyait qu'en lisant quelques livres de développement personnel, voilà. Bon, bref. Moi, je voyais bien ce qu'elle avait et ce qui n'allait pas. Mais bon, voilà, alors je lis des livres. Bon, bah, tu peux lire une tonne de livres, si tu veux. Hein. Bon. Voilà, je te laisse me poser des questions parce que je suis très bavard. Je ne sais pas si tu as des questions ou autre. Merci, merci. Maintenant, je crois que oui, j'avais des questions, mais en fait, tu as gentiment fait le tour hein, de tout ça. Oui, tu m'as parlé de tout, en fait, de tout ce que je voulais te questionner. Tu as bien fait le lien. Tu as tout bien fait. Je voulais te parler des ateliers parents-enfants, tu l'as fait. Bah, voilà. Le Big Pharma, bah, tu l'as fait. Le fait que tu aies travaillé dans le... Bah, en fait, tu as tout fait, tu vois. J'ai pas eu besoin Bon, de... Tu m'as bah, facilité la tâche. Jean-Luc en tout cas, Robert, bon, tu es magnifique. non, pas magnifique. En tout cas, je suis contente de cet échange et de cette ouverture d'esprit que tu as, même si on n'est pas d'accord sur tout. J'espère que ça servira de modèle aux personnes qui regarderont cette vidéo et qui ne sont pas d'accord, parce que souvent, je reçois des insultes quand je dis des choses qui ne plaisent pas. Mais, Attends, insulte? Mais c'est qu'ils ont un problème avec eux-mêmes. Ah, parce que ne pas supporter la contradiction, déjà, ça en dit long sur la personne. Donc, voilà. Et moi, je suis ouvert à la discussion. Là, on n'a pas le temps d'approfondir, mais toutes les personnes qui verront les vidéos sur ton site, là, et par exemple, moi, je reposterai des extraits sur mon TikTok et tout, et au lieu de m'insulter, vous me demandez en message privé, vous pouvez même m'appeler, moi je donne mon numéro très facilement, mon numéro pro, et on discute. Vous dites, bah non, parce que quand je dis que TDAH c'est du bidon, je sais que beaucoup se sentent vexés, disent, mais non, ils sont tellement contents d'avoir trouvé leur étiquette et d'aller mieux avec ça. Ils me disent, mais non, tu te trompes, il y a des vrais cas, d'ailleurs tu es un charlatan, tu n'es pas un vrai psy. Alors moi, si tu veux, je peux te montrer mon vrai diplôme, hein, je suis un vrai psy, mais si plutôt que d'être dans la vindicte et d'être en colère, appelle-moi, on discute, et puis je t'explique. Voilà, comme je dis, on n'est pas d'accord, on ne peut pas être d'accord sur tout. Pareil pour ceux qui ont l'impression qu'ils détestent la psychanalyse. Encore une fois, je te dis, moi aussi, je lui reproche des choses, mais pourquoi je dis qu'elle est essentielle? Je me défends, je t'explique pourquoi c'est important. Et voilà, appelle-moi. Pourquoi je dis que le développement personnel, il a ses limites? Appelle-moi, on en parle. Donc, plutôt que de m'insulter, voilà ce que je dis. Mais si ça t'intéresse, je te propose qu'un jour, on fasse une autre émission sur, parce qu'on n'en a pas parlé, mais sur le transgenrisme, LGBTQIA+, tout ça. Avec grand plaisir.
Non, Avec pourquoi je grand te dis plaisir. En ça? plus, Transmania, je l'ai lu. Oui, oui, avec grand Parce plaisir. que j'en parle beaucoup dans mon livre et je parle, figure-toi, aussi de l'homosexualité. C'est un sujet très tabou, hein, faut dire. Aujourd'hui, on n'en parle plus du tout. Et je prends des positions et j'ose les prendre et Ah oui? j'ose expliquer. Et voilà, donc moi, je veux bien en faire une autre émission là-dessus parce que je trouve que Avec tu es grand plaisir. quelqu'un Ah oui, je d'agréable. suis très intéressée. Avec grand, grand, Et, grand plaisir. et puis voilà, mais encore une fois, ou même une émission où tu pourras préparer des réponses à tout ce que j'ai dit là, parce que peut-être que toi, tu as envie de me dire, bah voilà, tu avais dit ça la dernière fois, ah ben moi, voilà, ça me fait ça, pourquoi pas? Et peut-être moi, une émission où moi, je vais t'écouter, plutôt parce que là, j'ai beaucoup parlé, une émission où je vais t'écouter et où tu pourras me donner tes arguments. Tu liras mon livre et tu me diras. Bah, Tu vas être il faut fâché que voilà, peut-être. voilà, moi je lis, Moi, je lis le tien. toi tu lis mon Moi, livre oui, et c'est celui-là que je vais lire. moi je lis Voilà. le tien, voilà. Bah tiens, on Et fera, oui, une on émission pourra faire une littéraire autre et on va émission. s'échanger Voilà. les points de vue. C'est très intéressant. Excellente idée. Et comme je développe ma chaîne YouTube, je pourrais peut-être t'inviter aussi sur ma chaîne pour en parler, Avec pour grand faire une plaisir. émission là-dessus. Parce que voilà, il faut montrer que quand on n'est pas d'accord, on peut quand même avoir une conversation intellectuelle. Tu vois, donner des arguments. Bon, là, je t'ai donné des arguments. Peut-être que tu as été prise de court et tu ne t'attendais pas à ce que je défende, entre guillemets, Freud, tout ça. Toi, tu dis, bah, moi, je suis anti-Freud. Mais ça me dérange pas, en fait. En Eh fait, ben, si ça m'aurait dérangé énormément, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je dois travailler. Pourquoi? Moi, je m'interroge sur mon comportement. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, hein. Quand quelque chose m'irrite, par exemple, je m'interroge pourquoi ça m'irrite à ce point. C'est ça. Mais moi, ça oui, m'irrite pas. oui. J'aime Bah, bien c'est la bien. contradiction, au contraire. Parce Bah, que c'est ça se trouve, parfait. j'ai faux. Donc, Mais en non, tout cas, merci beaucoup. je suis sûr qu'après avoir lu mon livre, tu auras peut-être envie de me poser plein de questions, etc. Et cette fois-ci, je te promets, je t'écouterai davantage parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup monopolisé la parole. Non, mais bah, si tu es mon invité, au contraire, c'est très intéressant tout ce que tu dis. En plus, il y a tellement de choses. Parce que justement, tu es dans la musique, tu es psy, tu es Oui. auteur. Voilà, tu es Bon, la musique, polyvalent. c'est un loisir. Hein, c'est un loisir. Oh, Alors, c'est quel instrument? je fais Si du tu veux bien dire. saxophone. Saxophone. D'accord. Alors, je fais ce qu'on appelle des jams, c'est-à-dire des sessions improvisées. Et c'est marrant parce que j'ai posté une vidéo, j'ai plusieurs TikTok. J'ai un TikTok pour mon côté artiste saxophoniste. Et Ouais. là-dessus, je poste que des vidéos où je fais des improvisations musicales. Mais bon, ceux qui me connaissent en tant que psychologue ne savent pas que ce compte existe. Et un jour, pour la fête de la musique, alors que je postais une vidéo qui critiquait ce qui s'est passé, à savoir qu'il y a des jeunes filles qui ont été picousées et des choses comme Ah ça. ouais. Et il y a des gens qui disaient, ah, il ne faut pas aimer la musique parce que la musique, c'est haram et c'est pas bien et tout ça. Et moi, je disais, bah, moi, je me suis éclaté à la fête de la musique et j'ai posté un extrait sur mes 26 000 abonnés, donc là où j'étais Ah, psychologue. bah, je l'ai pas vu cette vidéo, j'irai le voir. J'ai posté un extrait où je joue du saxophone et là, il me dit, genre, Monsieur Robert, on vous découvre, vous êtes saxophoniste. Je dis non, mais j'ai posté un extrait pour me dire que je me suis amusée à la fête de la musique. Et pour moi, la musique, si tu peux dire que c'est haram, c'est tout ce que tu veux. Mais moi, excuse-moi, la musique, c'est la vie. Et je trouve que voilà. Et donc, c'est pour ça que non, oui, c'est une partie très importante de ma vie, la musique, mais ça reste un loisir. Bon, voilà. Ce que je fais là en tant que lanceur d'alerte, c'est beaucoup plus important. Et, Mais tu es curieux et tu t'intéresses à beaucoup de sujets. ah oui, Et tu défends l'humain. Et moi, j'adore ça. Je dénonce beaucoup de choses qui dérangent et souvent les gens, d'ailleurs, pas plus tard que ce matin, j'ai posté une vidéo en disant, il y a des gens qui me disent, Monsieur Robert, bravo, heureusement que c'est vous qui le dites, vous êtes courageux, vous dites qu'en équipe de France, c'est pas normal, il n'y a que des Africains, il n'y a plus un seul blanc. Vous avez tu touches plein de specs, ça je savais pas. Le racisme anti-blanc, vous dénoncez, heureusement que c'est vous qui le dites, mais vous aussi, vous pouvez le dire, c'est pas parce que vous êtes blanc, vous pouvez le dire. Je le dénonce parce que c'est la vérité et moi, je ne vais pas me dire, ah, mon frère, mon brother, ah, il est noir comme moi, je suis content. Non, je me pose des questions. Je réfléchis au-delà de la couleur de ma peau. Je suis noir, mais il y a un problème. Pourquoi il y a 100% quasiment d'Africains en équipe de France? Et posez-vous des questions. Et donc, les gens me disent que je suis courageux. Je dis non, je ne suis pas courageux. J'ai posté une vidéo ce matin avec 3 personnes courageuses. Il y a un rappeur qui s'appelle Milezim K qui brandit le drapeau français et qui explique. Lui, il est très courageux parce que lui, sa tête, elle est limite mise à prix. J'ai cité aussi une Iranienne qui s'est dévoilée et qui, sa tête, elle est mise à prix. Ça, c'est des gens courageux. En Iran, c'est ça? Oui, en Iran, il y en a une qui, malheureusement, elle a été assassinée parce qu'elle s'est dévoilée, elle est connue, j'ai mis son nom. Ça, ce sont des gens courageux. Moi, qu'on me dit que je suis courageux parce que je dénonce le racisme anti-blanc, des petites choses en France, moi, je suis tranquille. À la limite, il y a un jour, quelqu'un voudra me casser la gueule, c'est sûr, mais bon, bah, je me défendrai. Mais je peux t'assurer qu'il y a des gens qui risquent vraiment leur vie, qui sont très courageux. J'essaie d'être lanceur d'alerte, mais je veux dire, on n'est rien à côté de ces gens-là. Il y a des gens vraiment qui misent leur vie chaque jour, qui prennent des risques énormes. Quand tu te trouves en Iran, il y a une mode, pardon de dire, c'est pas une mode, mais une sorte de mode en Iran, je ne trouve pas le mot, tu le trouveras peut-être, où il y a des personnes qui courent derrière des mollahs et qui leur enlèvent leur turban
et qui courent après. Tu sais, les mollahs qui marchent tranquillement, et puis il y a des personnes qui courent et qui leur enlèvent leur turban sur la tête, et puis qui courent à toute vitesse. Ça, c'est un phénomène très, très, très fort en Iran qui a lieu en ce moment. Mais les gens qui font ça, il faut que tu saches un truc. Si tu te fais attraper, si quand tu fais ça, les mollahs, bon, je ne dis pas ce que c'est, les gens savent bien. Hein, ce sont des intégristes islamistes, rigoristes qui battent et qui assassinent les femmes et qui, bon, bref, je ne veux pas rentrer dans le détail. Quand tu fais ça, qui oblige les femmes à se marier à 13 ans, à porter le voile à 6 ans, bon, bref. Quand tu fais ça, tu sais que si tu te fais rattraper, tu vas te faire torturer jusqu'à la mort pendant des heures. Quand tu vois le courage d'enlever un turban sur la tête d'un mollah, et pour faire ça, il faut des coronesses, excuse-moi de dire ça, mais il faut un courage mais monstrueux pour faire ça. Parce qu'ils n'en peuvent tellement plus en Iran. Je veux dire, ils sont à bout. Oui, mais quand tu fais ça, je t'assure. Tu n'as plus rien à perdre, tu es à bout. Ouais. Mais tu n'as pas intérêt de te faire attraper. Tu te fais attraper, il vaut mieux que tu aies une canule de cyanure, tu sais, comme il a fait Hitler dans son bunker. Quand il s'est fait attraper, il a pris une canule de cyanure et puis il s'est suicidé. Il paraît. Maintenant, il y a une autre théorie. Je ne sais pas si tu l'as vu. Maintenant, comme quoi il était parti en Argentine. Bon. Ou certains disent qu'il s'est tiré une balle. Peu importe. Ouais, il y a tout. Non, mais en tout cas, on le sait, il y a beaucoup de nazis qui se sont suicidés avant de se faire attraper. Donc, peu importe que ce soit. C'est juste pour dire, si tu te fais attraper par un mollah à qui et je te parle de gamines de 15 ans qui font ça. Si tu te fais attraper, tu as plutôt intérêt d'avoir ta canule de cyanure, tu la prends tout de suite. Parce qu'ils vont tellement te faire souffrir. Donc, ça, pour moi, c'est des héroïnes. Ça, ce sont des gens courageux. Moi, quand on me dit que je suis courageux, non, on n'est pas courageux. On est des petits lanceurs d'alerte de rien du tout. Hein. Excuse-moi. Hein. Je dis ça, je comprends tout le monde. Hein. On n'est rien du tout. Hein. Ouais, je vois parce qu'en fait, on a la barre et c'est vrai que si tu donnes ton opinion sur la constitution de l'équipe de foot, en soi, oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on a le sentiment, c'est un sentiment, hein, que on doit être très, 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 très précautionneux, que ce que tu dis là, c'est vu comme ça. Peut-être que c'est ça, c'est que la barre a changé, le niveau, la jauge. Les gens ont peur. Vous savez, moi, ils ont peur d'une chose. Ils ont peur qu'on les aime pas, qu'on dise qu'ils sont racistes, qu'ils disent que. Mais moi, je m'en fous. Tu sais que je suis traité de nègre de maison, de valet de maison, de maître, tout ça, tu sais, des termes de passé colonial pour dire que je suis un Tanguy, un Bounty, tu sais, c'est noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur, un traître. Tout ça, c'est des Africains qui sont dans leur passé colonialiste et tout ça, qui sont dans leur haine anti-blanc, Black Lives Matter. Ils réfléchissent pas au-delà de leur couleur de peau et ils pensent que je suis un traître, un machin. Moi, je te dis juste, réfléchis au-delà de la couleur de ta peau. Et c'est pas parce que j'ai des. C'est quand il n'y a pas de réflexion. Pardon, quand il n'y a pas de réflexion, ça donne cette impulsion-là. Donc, les gens, et quand ils sont blancs, quand on est blanc, alors moi, quand je suis noir, on dit c'est plus facile parce que voilà, mais quand ils sont blancs, bah, si tu dis ça, tout de suite, t'es Le Pen, t'es Hitler, t'es un monstre. Alors imagine qu'un blanc, t'entendras jamais un blanc dire. Moi, tu sais, j'ai posté une vidéo l'autre jour, vite fait, Lilian Thuram, Christophe Dugarry, enfin l'équipe de France. J'ai montré une équipe de U17, c'est les jeunes de moins de 17 ans. J'ai montré, il n'y avait que les sélectionneurs qui étaient blancs. Parce que l'équipe de France, aujourd'hui, elle est 95% africaine, noire, mais c'est l'équipe de France des gens qui ont 25 ans, qui jouent, qui sont titulaires chez les adultes. Mais chez les jeunes, c'est encore pire. Il n'y a plus un seul blanc. C'est 100% d'Africains. Et j'ai montré une vidéo de ça où on voyait, il n'y avait que les sélectionneurs qui étaient blancs. C'était marrant, tu les voyais. C'était les coachs qui étaient blancs. Et tu voyais, ils étaient sur un trottoir avec le coq sportif, là, l'équipe de France, quoi. Et tu voyais que des Africains. Et j'ai dit, oulala, ça me fait peur tout ça. Et tu sais, la vidéo, en une journée, elle a fait 34 000 vues. Et j'ai plus de 300 commentaires de personnes, évidemment blancs, enfin français, enfin pas forcément que des blancs d'ailleurs, mais pas mal de blancs qui me disent, oh, mon Dieu, merci de dire ça. Moi, je ne peux pas le dire, mais c'est vrai que ce n'est pas normal. On n'en peut plus. Il y a un problème. Ils se lâchent tous. Si tu vois les commentaires, ils se lâchent. Mais jamais il y en a un qui osera poster une vidéo comme ça. Ils sont juste mais en quoi ce serait problématique, par exemple, au tennis, bah, c'est l'inverse. Il y a très peu de personnes noires. En quoi c'est problématique qu'il n'y ait que des noirs? C'est une question. Est-ce que c'est problématique? Est-ce que ça veut dire que c'est pas une sélection? Ça veut dire que la personne noire, non, pardon, elle est bonne qu'à faire du foot, tandis que la personne blanche, elle est bonne qu'à faire d'équitation, du tennis. Non, c'est une question que je pose. C'est tellement long, mais tu ne crois pas qu'il faudrait carrément faire un sujet? Non, je vais répondre. Okay. Mais moi, j'en parle. Non, mais moi, j'en parle. C'est très intéressant. Tu vois, on passe. Mais certaines personnes me disent, et à natation, il n'y a que des blancs. Au cyclisme, il n'y a que des blancs. À la NBA, quand ils font le basketball, les Américains, c'est que des noirs. On peut parler de tout ça. C'est hyper intéressant. C'est la sociologie. C'est des sujets très, très. Mais moi, je dis une chose. Je ne regarde plus l'équipe de France. Je n'arrive pas
à la regarder, je la déteste, j'explique pourquoi. Mais beaucoup de Blancs me disent, je ne me reconnais plus. Tu sais que c'est un phénomène identificatoire. Le peuple, c'est-à-dire que l'équipe de France, c'est un sport populaire, c'est le premier sport de France, le football, qui draine des millions de personnes, des spectateurs. Et tu sais que quand tu regardes une équipe, tu sais pourquoi tu es fan de cette équipe, pourquoi ils sont fans du PSG, à ton avis, les Parisiens. C'est parce qu'ils s'identifient au club. Il y a un phénomène identificatoire. Et tu sais pourquoi? Tu sais que les audiences de l'équipe de France de football ont chuté drastiquement. C'est-à-dire qu'avant, au niveau audience, il y avait des millions de gens qui les regardent et maintenant, de moins en moins de gens les regardent. Et on regarde presque, en termes d'audience, parfois on regarde plus le rugby. Au rugby, il y a encore beaucoup de blancs. Eh bien, je te le dis, les gens disent, moi, je ne m'identifie plus. Les personnes qui sont blanches disent, ce n'est plus mon équipe, je ne m'identifie plus. J'ai plus envie de les regarder. Je suis dégoûté. Voilà ce qu'ils disent. Un problème d'identification. Tu sais, avant, il y avait Griezmann. Griezmann, il était blanc. Il est parti. Je vois qui c'est, ouais, ça y est, je vois qui c'est. Il est parti. Il reste plus. Il y avait Hugo Lloris. C'est un gardien. Donc, tu vois, il y avait un équilibre. Hugo Lloris, ils arrivaient encore à s'identifier. Les gens ont besoin de s'identifier. Alors, évidemment, les Africains, les Blacks et tout, eux, ils sont contents. Ils regardent l'équipe de France. Ils n'ont pas de problème d'identification. Ça, quand ils regardent l'équipe de France, ils se sentent représentés. Mais quand tu es français, blanc, et que tu regardes l'équipe de France, bah, tu as peut-être un petit problème d'identification. Tu n'arrives plus à t'identifier. Bon, et Mais puis attends, si une vidéo, voilà, le racisme anti-blanc, tout ça, je dénonce. Je ne veux pas faire trop long, puisque notre sujet, ce n'est pas ça à la base. Mais en gros, tu me dis pourquoi c'est important de s'identifier à une couleur et tout. Je vais te dire. non, est-ce que c'est pas à cause de ça que maintenant on se dit, ah, mais on remarque peut-être, il y a que des noirs, ou il y a que des blancs, ou. Non, je crois. Enfin, Non. au bout d'un moment, Mhm. il y avait l'équipe 98 qu'on disait black, blanc, beurre. Black, blanc, beurre, tout le monde était content. On a gagné en 98. Tu avais Zidane qui était maghrébin d'origine. Et puis tu avais Christophe Dugarry qui est. Voilà, je ne sais pas quelles sont ses origines blancs. Et puis, tu avais Emmanuel Petit, tu vois, je ne sais pas si je vois qui c'est, mais ce sont des personnes blanches, qu'on suppose, entre guillemets, les fameuses Français de souche. Je signale que récemment, M. Kassiowicz a dit il n'y a plus de Français de souche. Tu l'as entendu? Je ne sais pas. Tout ça, ce sont des débats dans la société extrêmement importants. Tu sais, je ne veux pas parler d'Éric Zemmour, tout ça. Si on peut refaire une émission, le fameux remplacement, mais un peuple a besoin de s'identifier. Si moi, je te prends l'équipe du Maroc, l'équipe d'Algérie, ou si je te prends l'équipe du Japon, ou si je te prends n'importe quelle équipe, et puis je te la remplace par 100% d'Africains, je peux t'assurer que les Marocains, ils vont faire la gueule. Hein. Ils ont besoin, moi je les vois, tu sais, quand je regarde les Marocains, enfin je dis ça parce que des fois je regarde des matchs dans des cafés, dans des clubs, si tu les vois, le drapeau, la fierté, Algérie, machin, mais les mecs, ils ont besoin de dire, je prends Achraf Hakimi. Alors Achraf Hakimi, je sais que tu supposes que tu ne vois pas qui c'est, mais c'est un footballeur marocain qui est au PSG. Il est arrière droit. C'est un brillant footballeur. Il joue à l'équipe du Maroc. Il joue dans l'équipe du Maroc et il joue au PSG. Ah, on peut faire les deux, je ne savais pas. Tu vois, tu me l'apprends. Okay. Oui, on peut faire les deux, puisque l'équipe du Maroc, c'est l'équipe nationale et l'équipe du PSG, c'est l'équipe des clubs. D'accord, ok. C'est pas ton truc, le foot? Non, mais je t'écoute. Achraf Hakimi, le nom, écoute bien, Achraf Hakimi, Hakimi. Tu ne peux pas savoir la fierté. Quand un petit jeune s'appelle Hakimi, ou je ne suis pas spécialiste des noms marocains, mais ça sonne tellement marocain. Quand un jeune entend ce nom-là, quand il voit Achraf qui est un peu basané de couleur de peau comme lui, qui a des traits de caractéristiques physiques qui ressemblent à un Marocain, il dit, tu sais, quand Achraf Hakimi, il marque un but à l'équipe du Maroc, ou quand il marque un but au PSG, eh bien, je vais te dire un truc, ce n'est pas Achraf Hakimi qui marque, c'est tout le Maroc qui vient de marquer. Quand Achraf Hakimi marque il a fierté. Tu sais que le PSG vient d'être champion d'Europe. Ils ont mis des années, des décennies pour devenir champion. Ils sont sur le toit de l'Europe. Ils ont gagné la Coupe d'Europe grâce notamment à des buts ou à des joueurs comme Achraf Hakimi. Mais tu ne peux pas savoir la fierté marocaine de dire, grâce à notre Marocain, le meilleur défenseur du monde, le PSG a gagné. Il a fait gagner la France et le Maroc a gagné. Enfin, tu ne te rends pas compte? Eh bien, c'est identique. Mais si Achraf Hakimi, il était japonais, c'est-à-dire qu'il était marocain, mais il ressemblait à un japonais qui s'appelait Wong, je ne sais pas quoi, Tuong, je ne sais pas quoi. Tu penses qu'ils auraient cette fierté? Non. Donc, je te le dis, c'est une question, on peut faire ce débat tant qu'on veut, mais on rentre sur une question raciale, le peuple et tout. Évidemment, moi, je ne suis pas raciste, je suis pour qu'il y ait un mélange, mais attention, quand à un moment donné, c'est plus un mélange, mais il n'y a que 100% d'Africains,
Eh bien, les Blancs qui aiment le foot, ils se disent, mais je suis où là-dedans? Moi, je suis où? C'est-à-dire qu'avant, il y avait Griezmann, il y avait toutes les personnes que je t'ai citées, je m'identifiais à elles. Mais là, alors, deuxième pan que tu ne sais pas, c'est que les Africains en question, je te cite Kylian Mbappé, qui est d'origine algérienne, il a une mère algérienne et un père camerounais. Kylian Mbappé, il est connu, c'est le plus grand footballeur de France en ce moment. Kylian Mbappé, tu sais que quand tu as eu les législatives, il a dit il faut faire barrage au Front National. Oh là là, allez bien voter. Il dit ça dans une conférence avec le brassard. On l'interroge pour parler de foot. Et lui, il dit ne votez pas, il ne faut pas que l'extrême droite passe parce que tu dis ça alors que la France t'a tout donné, tu es accueilli dans une équipe où il y a 95% d'Africains et tu culpabilises les Français aujourd'hui, lors des législatives, de vouloir éventuellement avoir le droit de ne pas être un peuple qui disparaît. Tu les culpabilises de dire nous, on veut quand même rester français. Et les Français, s'ils ont envie de voter RN, fous-leur la paix, Kylian Mbappé. Je suis désolée. Moi, je vais prendre mon exemple du Maroc et de l'Algérie, de ce que tu veux. Quand tu es en Algérie, tu es au Maroc, il n'y a pas une fierté nationale là-bas? Ils ne sont pas fiers d'être marocains et tout ça? Ils seraient contents qu'il y ait un Jean-Luc Mélenchon qui leur dise venez, créolisez-vous, laissez les Blancs, les Africains, tout ça, venir remplacer les Marocains, c'est très bien. Ils seraient contents de voir qu'il y a une équipe de France à 100% blanche, des Bretons. Tu mets des Bretons qui jouent en équipe d'Algérie ou au Sénégal. Tu crois que les Sénégalais, les Algériens vont dire on est content qu'il n'y ait que des Blancs dans notre équipe? Donc voilà, c'est des questions que, en tant que lanceur d'alerte, je pose. J'amène les gens à réfléchir. Je suis pas C'est très raciste. intéressant. Moi, il faudra qu'on fasse d'autres Voilà, donc on a fait une enregistrements. digression. Mais bon, je parle de tous ces sujets, mais les gens ne veulent pas réfléchir. Donc je me fais insulter par ces gens-là, évidemment, Là-dessus, réfléchir, ouais. qui me traitent de raciste, etc. Bon, moi, je leur dis, ce sont des gens qui pensent, tu sais, moi, j'admire, je vais te dire qui j'admire. Je te donne des personnes que j'admire. Je regarde beaucoup CNews. Alors bon, la première que j'admire de toutes, je suis carrément amoureux, je le dis, c'est Charlotte Dornelas. Tout le monde le sait. Je suis complètement fou, Je vois qui fan. c'est, oui. Je suis fan. Mais en dehors de ça, pour revenir, tu sais, les personnes que j'admire, Sabrina Medjeber. J'irai voir. Comment elle s'appelle? Madame Sonia Mabrouk. Attends, Bon. ça me dit quelque chose. Attends. Ah si, je vois, ça y est, je vois qui c'est. C'est des personnes d'origine maghrébine. Hein. Moi, j'admire ces personnes, tu sais pourquoi? Parce qu'elles ont appris à penser au-delà de leurs origines, au-delà de leur couleur de peau. Ce n'est pas des personnes qui viennent dire « Ah, moi, je suis ci ». Non, Sabrina Medjeber. Justement, c'est ce que je disais. Est-ce que c'est pas ça qui a été voulu au départ? Justement, c'est pour ça que... Le problème n'est-il pas là? Quand tu me dis en 98, c'était black, blanc. Mais est-ce que ça n'a pas été fait exprès, justement? Comment ça se fait que l'identification, c'est ça? Et comment, déjà, en plus, moi, je me dis, comment on peut être fier d'être, par exemple, français ou espagnol? Parce que tu n'as pas choisi. On peut être fier de ce qu'on fait, mais pas fier de ce qu'on n'a pas décidé. On peut être content, mais est-ce qu'il n'y a Ça, pas c'est un déjà un sujet, problème de vocabulaire? c'est un énorme teasing. Il faut dire à tes auditeurs, c'est un teasing pour la prochaine fois. Parce que ça, D'accord. c'est un sujet tellement sociologique, tellement vaste. Ouais. Toi, par exemple, tu me dis, bon, peut-être tu ne ressens pas la fierté d'être française, tout ça. Bon. Non, mais j'aime, bien sûr, mais je trouve que le mot, il est mal. C'est ça Non, aussi. non, il est pas mal. Enfin, pour moi, il est pas mal. Je t'ai raconté l'histoire des maillots, les Marocains, tout ça. Je crois que c'est vraiment, il faut qu'on fasse une émission là-dessus. C'est un sujet. Il y a des personnes qui ne se sentent pas fières, ils comprennent que c'est abusé, ils ne comprennent pas ce que c'est. Et moi, j'ai une théorie là-dessus. Mais si je te la donne, on est parti pour 1 heure. Moi, je crois comprendre pourquoi il y a des gens qui sont fiers et d'autres qui ne le sont pas. Et qui trouvent que c'est abusé. Et je crois que là, bon, et j'ai vraiment envie qu'on fasse une émission là-dessus. Ouais. Mais moi, c'est juste le vocabulaire. Moi, je peux dire, je suis heureuse d'être française, non, mais moi, je suis fière, non, fière. parce que c'est pas fière, Ah, non, c'est je suis fière d'avoir fait quelque chose. Mais j'ai pas décidé, en fait, ça m'est tombé dessus. Non, j'ai compris, mais c'est un Voilà. sujet, je t'assure qu'il faut qu'on fasse un débat. Ouais, Moi, c'est je suis vrai. fière, Sinon, on va rester 10 heures. C'est on vrai, va c'est vrai, rester c'est vrai. 10 heures. Moi, je suis ravie de discuter avec toi, mais Non, parce que dans ta tête, il y a tellement tu touches à tellement de choses, voilà. C'est pour ça que oui, 1 heure mais n'est pas bon. suffisant. En tout cas, voilà, je touche. Oui, c'est vrai que j'ai plusieurs sujets. La Voilà, pédocriminalité, le nationalisme, quoi voilà. d'autre j'ai tellement de sujets, je dénonce. Plusieurs cordes à ton arc. C'est Oui, ça. je suis un lanceur d'alerte qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui dénonce les choses et qui m'exprime sur l'actualité. Bon, là, ce matin, comme on avait cette interview à faire, j'ai pas eu le temps de poster mes vidéos habituelles, donc là, je vais les faire tout à Désolée. l'heure. C'est pas grave. Mais généralement, je poste au moins 2 vidéos dans la matinée. Je les mets sur ma chaîne YouTube, je le mets sur mon site jeanlucrobert.fr, sur ma chaîne YouTube, et j'invite les gens à commenter. Et j'ai de plus en plus, je suis content parce que même si c'est une petite chaîne, je vais bientôt atteindre les 6 000 abonnés sur YouTube. Je suis content parce que j'ai de plus en plus de YouTubeurs qui me font du retour et qui me disent, on est là. Alors j'ai bien sûr quelques mouvements de personnes haineuses, mais honnêtement, ça représente 3%, les sentiments de haine. La plupart des gens me félicitent et sont fiers et sont contents de dire, tu exprimes notre voix, nous,
nous n'aurions pas osé le dire, mais tu exprimes notre joie. Par exemple, je dénonce aussi le mensonge médiatique autour de la mort. Alors, ça reste toujours autour de l'identité. Par exemple, ce matin, j'ai dénoncé le petit Elias qui est décédé. Il a été poignardé par un gars parce que, soi-disant, ne voulait pas donner son téléphone. Et je montre que l'AFP, l'agence France Presse, détourne la vérité, ne donne pas toute l'info. Alors qu'on a utilisé des machettes. Tu te rends compte? Tapez ce que c'est qu'une machette, vous allez voir ce que c'est sur Internet. Eh bien, l'agence France Presse dit non, on a utilisé un petit couteau. Hein. Voilà. Donc ça, moi, je dénonce ça, le parti pris des journalistes. Hein. Voilà, tout ça, je dénonce. J'ai posté une vidéo ce matin. Alors, on verra si elle fait des vues, mais voilà, j'invite les gens à se rebeller, à se dire, on vous ment, réveillez-vous sur la vérité, sur les choses. Merci et je dénonce pour terminer, on en parlera, mais pour moi, les guerres de civilisation qui s'annoncent par rapport à ces sujets dont je viens de te parler sur la fierté nationale, il y a des guerres de civilisation et ça va venir en France. Ça a commencé en Belgique. La Belgique, on l'appelle aujourd'hui le Belgiquistan. Londres, on l'appelle le Londonistan. J'ai posté des vidéos là-dessus. Non, mais voilà, et c'est sérieux. Et donc, moi, j'explique qu'à Paris, ça vient. Et il y a des problèmes, et il y a des guerres civiles, il y a des choses qui s'annoncent. Ça a déjà commencé parce que beaucoup de gens se prennent des coups de couteau. Et le coup de couteau que l'on se prend, la plupart du temps, alors je ne sais plus parce que ça va tellement vite dans l'actualité, il y a récemment une personne qui s'est pris 40 coups de couteau qui s'appelle Alan, c'était il y a 2 ans, Alan Gervais. Un professeur s'est pris 40 coups de couteau, alors un homme remarquable, 40aine d'années, il avait 2 enfants et il s'est pris 40 coups de couteau devant son bébé de 20 mois dans sa voiture par un certain Mohamed El. Alors oui, il ne faut jamais donner les noms. Bon, bah voilà. Alors quand je dis qu'il s'appelle Mohamed, on va dire ah, tu stigmatises encore la communauté maghrébine. Non, je ne stigmatise pas. Je vais te dire un truc. La question c'est est-ce que Mohamed aurait donné 40 coups de couteau à Ashraf Hakimi? Voilà. Donc c'est ce qu'on dénonce. Pourquoi c'est Mohamed qui donne 40 coups de couteau? Tout ça, c'est à une personne qui n'est pas d'origine maghrébine. Et on en a beaucoup des cas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Éric Zemmour parle de francocide. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on ne veut pas discuter. Chaque fois qu'on dit ça, l'extrême gauche dit « Oh là là, respectons le deuil de la famille », puis arrêtez tout le temps d'être dans la suspicion. On a un monsieur Émeric Caron, qui est LFiste, qui nous a dit récemment que les personnes qui avaient été picousées, tu sais, les jeunes filles qui avaient été picousées, on a eu la liste de 14 personnes qu'on a arrêtées, mais il y en a eu plus de 300 cas. Hein. Mais bon, on a réussi à en choper 14. Bah, dans les 14 qu'on a chopés, à ton avis, il y a 90% de Maghrébins. Bon, alors quand on en parle, on ne veut pas l'analyser sociologiquement. Ils n'ont pas picousé d'autres Maghrébins, ils ont picousé des filles, des jeunes femmes blanches, en leur disant « vous n'avez rien à faire dans la rue ». On peut en parler? J'explique tout ça, moi, dans mes vidéos, j'explique. Voilà, donc si tu veux, monsieur, comment on l'appelle, monsieur Caron, qui est un fervent défenseur des animaux, LFiste, lui, il dit bah non, je ne comprends pas. Ce jour-là, lors de la fête de la musique, on dit encore que c'était des Maghrébins. Mais moi, j'ai vu des personnes agitées. Et ces personnes agitées, c'était que des personnes blanches. Voilà. Alors, je dis une chose dans une de mes vidéos à Émeric Caron. Voulez-vous que je vous prête mes lunettes? Voilà. Tiens, je vous les prête. Ça peut vous aider. Voilà. Lunettes ou œillères, peut-être. Des fois, ce sont des œillères. Donc, voilà, tout ça, je dénonce. Et encore une fois, moi, j'ai une amie qui est maghrébine. Aucun problème. Si tu es maghrébin, tu peux être mon pote. Hein. J'ai rien contre toi. Je te demande d'être juste intelligent et d'arrêter de penser. Comme je dis, qui se sent morveux se mouche après. Voilà. Pense au-delà de la couleur de tes origines et montre-toi intelligent. C'est tout ce que je te demande. Si tu arrives à faire ça, tu seras mon pote, quelles que soient tes origines, quelle que soit ta couleur. Voilà. Mais beaucoup n'y arrivent pas. C'est pour ça que je vous ai cité Sonia Mabrouk. Tapez sur Internet Sonia Mabrouk, Sabrina Madjeber. J'en oublie, il y en a plein. Mais il y a une brochette de personnes d'origine maghrébine sur CNews, mais d'une qualité extraordinaire. Moi, je vois Sabrina Madjeber demain dans la rue, je demande un autographe. C'est une sociologue extrêmement brillante. Et elle dénonce, comme moi, vous l'imaginez bien, tout ce que je dénonce là. Et elle est d'origine, voilà. Elle explique comment. Alors justement, on en vient à la fierté. Elle est fière d'être française et elle explique comment, pourquoi elle est fière d'être française. Elle explique ça. Comment ça se fait. Voilà, on peut en parler. Je dis, il faut faire une autre émission là-dessus parce que ça, c'est passionnant. C'est passionnant. Avec grand plaisir. Non, c'était par rapport au vocabulaire, mais avec grand plaisir. Merci, Jean-Luc Robert. Ouais. Tu me donneras tous tes réseaux sociaux que je mettrai en barre d'informations et en commentaire épinglé. Merci infiniment. Et on se revoit pour un échange sur nos livres respectifs. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Jean-Luc Robert. Merci infiniment. À tantôt. À bientôt.